Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode inédit de Chef. Un épisode plein de sensibilité avec une histoire qui commence sous le soleil du sud, dans les yeux d'une enfant de Nice. Julia Sedevjian a grandi là, entre mer et colline, et très vite surtout en cuisine. Car l'évidence ne tardera pas très jeune, elle sait ce qu'elle veut, et c'est cuisiner. Alors, à 14 ans à peine, quand elle commence à travailler, très vite elle se dit qu'elle ne va pas faire les choses à moitié. Et à l'heure où nombreux passent du temps au café, à la plage ou au bord des piscines, elle se dit qu'elle veut devenir une machine. De Nice à Paris, elle fonce tête baissée, tant et si bien que presque sans s'en apercevoir, elle prend une place de chef et décroche à 21 ans sa première étoile. À 21 ans, ouais, ça fait d'elle la plus jeune chef étoilée de France. Encore à ce jour, d'ailleurs, je crois que personne n'a battu ce record. Et ce qui me plaît avec Julia, c'est que derrière cette volonté inébranlable, cette énergie de feu, derrière une détermination qui bouscule tout sur son passage, et qui parfois l'a fait sans ménagement, c'est elle qui le dit, il y a une grande tendresse, une fragilité, même en tout cas, une âme sensible. Une chef qui rit, pour ne pas en dire trop et finir ainsi ses propos. Une pudeur aussi, et le sentiment qu'elle n'y croit toujours pas. Pourtant, c'est bien elle qui fait ça. C'est elle qui, en cuisine à Bayetta, s'est vue honorée une deuxième fois. C'est elle qui, justement, envoie chaque jour ses assiettes qui reflètent ce contraste, puissante et sensible à la fois, pleine de caractère et délicate. Et peut-être que cet équilibre-là, il tient à cette intranquillité, à ce sentiment de n'être jamais arrivé, de se mesurer à nouveau chaque jour à l'obstacle. Peut-être que la fibre de cette cuisine, elle tient à cette humilité renouvelée, comme si le mot chef ne cessait de se construire. Moi, c'est David Ordonneau. Vous écoutez Chef, justement, le bien nommé podcast qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent à leur manière, chacune, chacun, notre gastronomie. Et je suis très heureux de vous faire donc découvrir aujourd'hui l'histoire de cette cuisinière de cœur, de cette chef qui écrit son chemin avec exigence et tendresse en même temps. Voici l'histoire de Julia Sedevjian. Si on doit resituer le début de ton histoire, l'histoire, elle commence où? D'où viens-tu? Moi, je viens de Nice. Niçois, je suis né à Nice. J'ai grandi à Nice jusqu'à mes 17 ans. J'ai grandi dans une famille avec 2 frères autour de moi, un plus grand, un plus petit. Je suis celle du milieu. Est-ce que c'est une bonne position? Parce qu'on sait jamais quand c'est dit comme ça. Non, ça va. J'ai pas à me plaindre. Très fusionnel avec mon petit frère parce qu'on avait du coup beaucoup plus d'écart. Moi 7 ans avec lui, mon grand frère 10. Donc on a été très protecteurs, très impliqués aussi quand il a grandi. Et moi et mon grand frère, on a à peine 2 ans d'écart. Donc un peu plus un peu plus d'étincelles au moment de grandir. Dans l'environnement familial, quelle est la place de la table, tout simplement? La place de la table, elle est déjà quotidienne parce que même si ma maman nous faisait pas des plats compliqués, elle cuisinait toujours et toujours des produits frais pour nous. Donc ça, je pense que c'est une première chance et c'est quelque chose qui m'a donné goût aux bonnes choses. Ensuite, on avait des grands-mères aussi qui cuisinaient autour de nous. Donc moi, je suis d'origine sicilienne et arménienne. Donc arménienne côté papa, sicilienne côté maman. Donc tout autour de la Méditerranée. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de bien manger. Notamment du coup, ces repas avec la famille arménienne où il y a beaucoup de mezzés autour de la table. C'est des repas qui vont durer 3-4 heures où on est là tous ensemble en famille. Et ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, c'est un peu ça que j'aime retranscrire aussi dans ma cuisine. C'est des moments qui m'ont marqué quand j'étais petite. Qu'est-ce qui s'imprime? Parce que là, tu parles d'ambiance. C'est quoi? Donc, c'est l'ambiance? Est-ce qu'il y a des saveurs? Il y a une identité? Tu dis, c'est des identités très fortes. C'est des cuisines qui sont marquées et reconnaissables. C'est des cuisines très fortes. C'est autant les cuisines que les caractères de mes grands-mères qui m'ont marqué. Tu vois, c'est la manière de cuisiner, la manière de parler. T'as une mamie italienne. Tu sais que quand t'arrives chez mamie, t'as intérêt à avoir faim, quoi. T'as pas le droit de pas être dans ton assiette, c'est-à-dire que t'arrives, allez, mangia. C'est ça, c'est bien sûr que, et
Pourtant, ça va être des plats simples. Là, j'ai des souvenirs comme ça, si je ferme les yeux, de monter les escaliers jusqu'à chez mes grands-parents, de sentir la pâte à pain. Et là, je sais, allez, ce midi, c'est pizza, quoi. Je sais qu'elle a fait la pizza avec une pâte épaisse à la sicilienne. T'as l'odeur de la sauce tomate, des anchois. Bon, alors quand j'étais petite, j'aimais pas trop ça, mais aujourd'hui... On a tous mis les anchois de côté sur les pizzas de nos grands-mères. Je les voyais, là, je les prenais surtout. Fallait pas que ça touche ma part. Mais ouais, c'est ça qui m'a marqué. C'est et l'ambiance et les saveurs. Mais petite comme ça, les saveurs, finalement, ça m'a pas... Je peux pas dire, ouais, à 6 ans, j'étais un palais. Non, c'est pas ça qui m'a marqué. C'est plus ce qu'il y avait autour, finalement. Être ensemble, cette joie de se retrouver, de s'attabler. Même quand nous, on était entre nous, du coup, avec mes frères et mes parents, le moment de la table, c'était voilà quelque chose où on se racontait nos journées. Et voilà, et ça pouvait être simplement avec un bon plat de pâtes, une bonne sauce tomate. Voilà, mais juste de se retrouver tous après nos journées, de se raconter un peu, ça c'était important. Tu vois, c'est pas de téléphone, pas de télé à table, quoi. Voilà, c'est un vrai moment entre nous. Union, communion, ça cuisine pas mal quand même. Si tu te dis que on sent que pour atteindre ce niveau de ces communions, ces réunions de famille, ça passe du temps quand même en cuisine. Ça passe du temps en cuisine. Mais tu vois, mon papa par exemple ne cuisine pas. J'ai connu mon papa nous cuisiner peut-être un soir parce que maman n'était pas là, je sais pas où elle était. Ça balance. Ah oui. Règlement de compte. Je pense qu'on a dû manger à 22h. Allez. Il voulait, je sais pas pourquoi, il s'était dit allez, je vais leur faire une purée de pommes de terre, mais il voulait absolument la faire lui-même. Donc il a cuit des pommes de terre, machin. La purée, je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. Cordée au possible, donc élastique. Non, catastrophe. La seule chose qu'il faisait bien, c'est, je sais pas pourquoi, le 24 décembre, il voulait nous faire des moules marinières avec du riz. C'est original. Ça sort. C'est original. Ça, j'avais pas de Noël, c'est plutôt original. Avis à tous les gens qui ont des magazines et qui nous saoulent avec les bouches, les trucs, les chapons et tout ça. Cette année, non, ce sera moule riz. Trop bon. Je pense que dans son esprit, c'était un petit peu une revisite. En Arménie, ils font ça, des moules farcis avec du riz, mais ça avait vraiment rien à voir avec ce qu'ils faisaient. Hein. Mais bon, voilà, on se régalait comme ça, à s'ouvrir les moules, petit bol de riz à côté. C'était son rituel à lui. C'était son rituel. Ça et le taraba. Alors, quand on mangeait les mezzés à la maison, je me souviens, il nous prenait avec mon frère, on allait à l'épicerie, il achetait ses œufs de cabillaud et il montait son tarama à la maison. Donc, il faisait tremper son pain dans le lait et là, il montait son tarama. Pas mal. Ouais, tu commences à te dire bon machin, mais il y a quand même 2-3 trucs. Ouais, enfin c'est juste les 2 seuls trucs. Hein. Ouais, bon. Il y en a qui n'en ont pas. C'est pas mal. Il faut lui rendre quand même ce petit honneur. Comment ça se passe du coup cette enfance donc dans le sud de la France? T'évolues comment à l'école? De quoi tu rêves à ce moment-là? Si tu rêves de quelque chose, est-ce que tu penses à ton avenir? Comment tu te vois plus tard? Tu sais cette fameuse question. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Julien? On va dire petite, bon, comme tous les gamins, c'est pas le je sujet. voulais être vétérinaire, j'adorais les animaux. Puis quand je me suis rendu compte que vétérinaire, tu les voyais plus en souffrance qu'autre chose, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ça que je veux faire finalement. Mais à l'adolescence, du coup, 12-13 ans, c'est là où vraiment j'ai commencé à avoir et pourquoi pas la cuisine. Et pourquoi? Parce que de plus en plus, je passais du temps avec ma marraine, qui elle était un peu plus dans les hauteurs de Nice. Un petit potager, donc voilà, les blettes qui poussent, les courges, elle cuisinait pas mal, donc à chaque fois qu'on se voyait, elle m'apprenait à faire une petite recette. Donc des choses simples au début, c'était des madeleines au citron. La semaine d'après, j'y allais le mercredi après-midi et puis je faisais ma première pâte à beignets par exemple, et puis on faisait des beignets de fleurs de courgettes, des beignets d'aubergines. Et puis quand je rentrais le soir à la maison, du coup, hop, je faisais ma petite pâte et je montrais à mes parents ce que j'avais appris. Et son papa était pâtissier également. Et Lulu, il m'a raconté beaucoup d'anecdotes de son parcours et ça me faisait un peu rêver. Parcours scolaire un peu compliqué sur la fin du collège. J'avais pas forcément d'ambition d'aller au lycée général parce que voilà. Je comprends très bien ce genre c'était pas l'envie et j'avais envie de faire quelque chose de mes mains, j'avais envie de
trouver ma place, quoi, faire quelque chose de mes mains. Voilà, c'était ça. Ça me plaisait. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans qui te faisait rêver? C'était une ambiance, c'était un métier, là tu parles des mains, c'est quoi qui te parlait? Ouais, mais quand il me racontait ses anecdotes, lui, il me disait, on se retrouvait pour faire, un appareil à madeleine ou une pâte à crêpes, et puis très sérieux, il était comme ça, il me disait, bon Juju, forcément, là, t'as 200 grammes de farine, 3 œufs, 100 grammes de sucre, voilà, et c'était comme une évidence, et c'était un bouquin de cuisine et pâtisserie qu'il avait dans sa tête, et ça me faisait, je me disais, waouh, il est trop fort en fait. Et à chaque fois, il me sortait ses petites recettes. Il me dit, bon, là, on va mettre un peu de poudre de perlimpinpin. À mon âge, moi, je pensais que c'était un truc de fou, tu vois. Mais en fait, il me racontait des dingueries, quoi. C'est drôle. Et un jour, il me dit, tu vois, nous, à l'époque, comme aujourd'hui, on gagnait pas bien nos vies dans le métier. J'avais un collègue qui part se changer. Il cache une motte de beurre sous sa toque, pensant qu'il finit son service, il rentre à la maison. Sauf que là, le chef commence à lui parler de la nouvelle carte à côté des vestiaires. Plein été. Et au fur et à mesure de la discussion, le beurre qui commence à fondre sur sa tête. Et ça m'a marqué. C'est des trucs, je me dis, waouh, moi aussi, je veux vivre ça. C'est du cinéma, c'est dingue, c'est une scène de cinéma, quoi. C'est ça. C'est drôle. Voilà. Et il me disait toujours, mais attends, je t'arrête, Juju. Tu crois pas, c'est pas la rigolade, hein. Le métier, c'est pas la rigolade. Donc, dès le début, je savais que si je faisais le choix de faire ça, je savais que ça allait pas être facile parce que justement, j'avais déjà eu un peu l'entente de tout ça. Ouais, tu l'avais approché quelque part indirectement. Du coup, à l'adolescence, quand tu te dis, bon, la voie générale, pas forcément très envie, comment tu franchis le pas? Ça se passe comment? Comment tu commences à te dire, tiens, finalement, cette voie-là, elle est pas mal, comment tu l'empruntes? Si tu l'empruntes à ce moment-là, c'est peut-être plus tard que ça vient, mais... Non, à partir de la 4e, je commence à en parler doucement à mes parents. Ils m'envoient un été chez mes cousins à Bordeaux, qui avaient à l'époque une petite maison d'hôtes avec un petit restaurant et quelques chambres. Puis je passe 2 mois avec eux, donc je commence à faire mes premiers petits plats, un peu de service, voilà, tout simplement. C'était vraiment Première approche. J'adore. Fin de l'été, ils viennent me chercher, ils arrivent et tout, et là en fait on commence à se mettre à table. Et je dis voilà, je sais ce que je veux faire. Je vais faire de la cuisine. Là, ma mère qui se dit, non mais, qu'est-ce qu'elle me fait? Et elle était consciente quand même qu'elle t'avait envoyé... Non mais bien sûr. Mais dans son esprit, elle a dû se dire... Elle va revenir, elle va dire, non, je veux pas faire ça. Et, sauf que tout le contraire. Et puis en fait, de fil en aiguille, il y avait le lycée Paul Augier, donc à Nice, qui est le lycée hôtelier, qui organisait des portes ouvertes. J'y suis allé avec ma mère. Et puis ça s'est fait comme ça en fait. Après, vu mon bulletin magnifique de 3e, j'ai pas eu beaucoup d'options qui s'offraient à moi. Donc c'était le CAP, ce qui m'allait très bien. Donc j'ai fait mon CAP cuisine en 2 ans et mon CAP pâtisserie en 1 an. La mission c'était de trouver juste le lieu de mon apprentissage. À l'époque j'avais pas encore 15 ans. Et il fallait avoir 15 ans à l'époque et je crois toujours maintenant d'ailleurs, pour avoir un contrat d'alternance. Mais du coup, on avait fait faire une petite dérogation. Voilà, tout s'est bien fini. J'ai trouvé mon alternance et ça a commencé comme ça. On va parler de ces premières expériences, mais quand tu parles de cette première approche des 2 mois et que tu dis j'ai adoré, je sais ce que je veux faire, là, c'est ta première, c'est très concret, c'est professionnel, c'est un cadre établi. Qu'est-ce qui te parle? Tu te souviens de quoi de ces moments? Parce que t'as parlé de service, t'as parlé d'une ambiance générale en fait. Qu'est-ce qui t'a marqué de ce moment-là? Ce qui m'a marqué là-bas déjà, c'est que c'était très familial. Donc on faisait et la cuisine et ça nous arrivait d'apporter les plats à table. Moi le matin ça m'arrivait de faire la mise en place de la salle, etc. Et c'était la première fois où j'avais une approche avec les clients aussi et le retour client qui fait hyper plaisir en fait. Tu comprends pourquoi tu vas aimer faire ce métier quand t'as des clients qui te disent à la fin du repas on a super bien mangé, on a passé un super moment. Ça donne envie.
Ça donne envie. Et puis c'est les premières odeurs en cuisine, les premiers gestes, voilà, la curiosité en fait qui s'éveille. C'est marrant parce qu'on n'y pense pas souvent, ça paraît une évidence quand on parle de restauration, mais il n'y a pas beaucoup de métiers où tu as comme ça directement le retour de ce que tu as fait. Ça, cette satisfaction-là, je la comprends parce que finalement, elle est assez rare. Pas beaucoup d'emplois où en fait, tu sais tout de suite la valeur de ce que tu as fait et le retour des gens, quoi. Ouais. Donc toi, là, c'était une vraie chance de commencer par ça, du coup, parce que ensuite, forcément, dans mon apprentissage, c'était un restaurant gastronomique. À aucun moment, j'avais les clients en face de moi. Logique. C'est pas mal. Mais du coup, j'avais quand même ça en tête et j'ai trouvé d'autres choses après qui m'ont fait tenir. Comment ça se passe les premiers moments d'apprentissage justement? Ça se fait dans quelles circonstances et qu'est-ce que tu y découvres? Première semaine en cuisine. On devait être une dizaine à l'époque, 3 apprentis. Première journée, long, très long. Là, je me rends compte qu'on est dans un autre niveau, quoi. Ouais, c'est un restaurant gastronomique, ça taille, tu sens qu'il y a la pression. Et là, moi, je me sens inutile au possible. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Comment je vais monter à bord de ce train? Non, mais on me donne un colis de poivrons à tailler. J'ai passé la journée. Et je les regardais à côté de moi. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ils ont un don. Après, j'ai compris par la suite que c'est le travail qui fait. Voilà, exactement. Faut bosser, il faut en faire des kilos. Mais les premiers jours, on me donnait de l'ail à éplucher. J'avais mal aux doigts. Je me disais, mais pourquoi? Là, il m'attaquait les doigts, quoi. Et des kilos d'ail. Mais au début, ça, si t'as pas envie, au bout de 3 jours, tu dis, allez, c'est bon. C'est très violent, hein, mine de rien, parce que forcément, tu débutes par ce genre de tâches et tout le nombre de chefs qui me racontent, voilà, les cajots qui arrivent. Et puis, souvent, ce qu'ils disent, les chefs, quand ils me parlent de ces moments-là, c'est, OK, j'ai commencé à me mettre en mode chrono et à me dire, OK, ce cajot, il faut que je le défonce plus rapidement que la veille. Mais c'est comme ça que tu vas faire de plus en plus de tâches, en fait. Parce que si tu restes dans ton confort à te dire, on me donne un cajot de haricots, on me donne un cajot de carottes et un cajot d'oignons et puis ça y est, ma journée elle est passée, c'est sûr que tu vas rien voir. Par contre, si dans ta tête t'arrives le matin et tu dis, ok, les 3 cajots là, je les bouffe en 1 heure et après on va me montrer autre chose, c'est là où en fait, dans la mentalité d'un jeune qui arrive, tu vois si ça va le faire ou pas. C'est s'il y a de la curiosité, si au bout d'un moment tu sens que il a envie de voir ce qui se passe vraiment dans la cuisine. Mais c'est sûr que, remettons le contexte, j'ai 14 ans. Ma première année, je l'ai vivoté, quoi. J'étais là, mais il n'y avait pas vraiment de flamme encore en moi, tu vois. Et c'est pour ça que je dis toujours, on a tous un déclic un jour. Et moi, ce déclic-là, je l'ai eu à partir de ma 2e année. Ma 2e année, c'était, ok, en fait, je me mets en mode machine, je veux tous les bouffer, quoi. Et là, vraiment, je suis rentré dans le game, quoi. Cette 2e année, c'est où l'expérience? Elle ressemble à quoi? Tu parles peut-être de l'école ou plutôt, j'imagine, du concret? Beaucoup en entreprise, parce que en réalité, c'est sur le terrain qu'on évolue le plus et qu'on voit le plus de choses. À l'école, c'est très bien, et moi, j'ai des très bons souvenirs du lycée hôtelier. Mais du coup, mon alternance, c'était 1 semaine à l'école, 2 ou 3 semaines en entreprise. Oui. C'est donc, je passais beaucoup plus de temps en entreprise. Et puis voilà, en entreprise, c'est la vie d'une entreprise. Donc, t'arrives le matin, tu vis cuisine. Tu vis dans la vraie cuisine et là, il n'y a pas de mensonge. C'est pas comme si tu fais une formation à l'école où pendant 2 ou 3 ans, tu vas rester à l'école et tu vas faire un stage de temps en temps. Là, en alternance, tu sais ce qui t'attend. Tu sais si tu signes, comment ta vie elle sera. Elle va ressembler, bien sûr. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais beau avoir 14 ans, je faisais des coupures. J'étais là tôt le matin, je partais tard le soir. Donc voilà, au début, bien sûr qu'il y a des moments compliqués où tu te dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça que... Mais à côté de ça, il y a une passion et un truc même humain en cuisine que je trouve génial. Et c'est pour ça que j'ai toujours choisi de rester dans des lieux très, très familiaux, très à taille humaine. Parce qu'on n'est pas des numéros. Une équipe, c'est génial. Dans les bons et les mauvais moments, parce qu'il y a des mauvais moments, parce qu'on a un métier
hyper imprévisible. Il suffit que le matin, on n'ait pas reçu la moitié de nos commandes, que notre journée, on sait qu'on va passer une mauvaise journée. Mais ensemble, on peut réussir déjà à faire en sorte que ça soit plus agréable. Et puis ça soude même les mauvaises journées, paradoxalement. Bien sûr. C'est les teams de galère. Ah oui. Non mais c'est vrai, c'est des liens comme ça, on s'en rappelle après, on dit tiens, on a passé qu'est-ce qu'on a vécu ensemble. Et moi c'est comme ça que l'histoire avec mes associés de maintenant elle est née, on en parlera tout à l'heure, mais c'est les bons et surtout les mauvais moments. Tu dis qu'elle est déterminante cette deuxième année, que t'es rentré en mode machine. Tu parles aussi justement très vite de ce rapport humain. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui t'accroche, qu'est-ce qui fait de toi une machine à ce moment-là, dans cet endroit, à ce moment-là de ta carrière toute débutante? Parce que déjà, je pense que je suis tombé dans la bonne maison. Je pense qu'on a tous un endroit qui nous convient. Alors c'était quoi cette maison? Faut lui rendre hommage. C'était l'Aphrodite. D'accord. C'était l'Aphrodite à Nice, qui n'existe plus maintenant, mais David Faure, mon chef, mon mentor. Mais j'ai senti que c'était un apprentissage hyper bienveillant. Oui, c'était dur, mais quand moi j'ai eu le déclic et que je me suis sentie prête, on m'a donné des responsabilités, on m'a fait confiance alors que j'avais 15 ans, tu vois. Ils m'ont pris sous leurs ailes, ils m'ont dit « Ok, tu veux bosser ? On est là, on va t'apprendre et on va te montrer comment faire, tu vois, et comment y arriver. » Et ça, de te sentir bien et en confiance comme ça, surtout à cet âge-là, c'est hyper important et ça t'aide en fait à dépasser beaucoup de choses, à dépasser la fatigue. Moi j'ai fait un service en pleurs, j'en ai connu. Bien sûr que j'en ai connu à me dire mais je le déteste ce chef, j'en ai marre, il voit pas que je me donne à fond. Mais non, à ce moment-là, lui il a une vision parce que c'est le chef, c'est un chef d'entreprise et que en fait c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais c'est les scènes qu'il faut respecter en l'occurrence. Ouais. Tu sais, on avait un affichage en cuisine horrible, il y avait 50 points, ça commence en règle numéro 1, le chef a toujours raison. Règle numéro 2, le chef en slip a toujours raison. Et là, tu dis, ok, moi, j'ai compris, quoi. C'est drôle. Il y avait qu'une voie possible. Mine de rien, tu en parles et c'est marrant, les mots que t'emploies. Aujourd'hui, on va dire où t'en es, on finira par dire où t'en es, évidemment, et la reconnaissance que tu as aujourd'hui et que t'as connue est très jeune. Tu dis mon chef, mon mentor. Parce que tes chefs, tu les respectes. Si t'es prêt à travailler avec eux et à passer autant d'heures en cuisine, c'est que il y a quelque chose qui se passe. Mais ça reste. Moi, c'est mes premières années, mais je les revivrai fois 1000 alors que c'était hyper dur. Mais j'ai passé des moments incroyables. Tu sais, souvent on me dit ouais, mais t'as pas eu d'adolescence, on t'a volé ta jeunesse. Mais en fait, avec eux là, avec cette team, ils m'ont fait découvrir le monde. En restant dans une cuisine. Et en cuisine, et puisqu'on était très soudés, très liés, même le week-end, ça nous arrivait déjà d'avoir des prestations extérieures avec des associations de chefs où on bougeait beaucoup, on allait cuisiner, beaucoup en extérieur, etc. Mais aussi entre nous, entre équipes, on était fermés dimanche, lundi. Les dimanches à la plage, ils m'emmenaient le samedi soir avec eux en bringue. Ces moments-là, j'ai grandi avec eux. Ouais. Tu découvres l'esprit d'équipe. Ouais. Tout simplement. Qui est hyper important. Essentiel. Comment tu vas enchaîner quand on a connu une première expérience comme ça? Parfois, il peut y avoir des douches froides après, parce que quand on a connu la cohésion comme ça, parfois, on sait aussi que c'est vers ça qu'on veut tendre. Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite dans les expériences que tu vas... Il y a un sourire, là, les auditeurs ne le voient pas, mais il y a un sourire qui nous fait dire pas tout comme ça. Non, mais de toute façon, c'est sûr que c'est un métier où il y a beaucoup de turnover. Même moi, tu vois, les 3 années que j'ai passées à l'Aphrodite, j'ai vu beaucoup d'équipes différentes. Tu vas y passer 3 ans. Ouais. Ah oui, donc ça marque et c'est une empreinte au début d'une carrière. Et en 3 ans, j'ai vu des équipes très différentes. Déjà, quand je suis arrivé, c'était une équipe très féminine. Ma sous-chef était une femme, ma chef de partie aussi. On se parle de quelle époque? Là, on était en 2009. Donc, je suis resté là-bas de 2009 à fin 2011.
Donc brigade très féminine, et au fur et à mesure, elles volent vers d'autres horizons. Et j'ai connu aussi des périodes où j'étais la seule femme en cuisine. Donc j'ai vraiment connu de tout. Mais à chaque fois, on réussissait quand même à créer vraiment une cohésion. Et Ça tient à quoi, ça? Est-ce que le chef, je dis ça parce que c'est ta position aujourd'hui, a une prise là-dessus pour essayer de créer de la cohésion dans ses équipes? C'est pas facile, ça. Hein. Le chef, bien sûr, qu'il y participe, mais je pense pas que ça soit la bonne manière qu'il soit omniprésent, en fait, dans ça. Tu vois, ça pourquoi il faut croiser les doigts? le soir, quand on va boire un verre, on va pas boire un verre avec le chef. Ou alors, c'est le samedi soir et c'est décidé comme ça, et il nous l'impose pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une emprise, c'est pas un truc de, non. C'est, quand on le fait, on l'a décidé. Et après, on a notre vie d'équipe sans le chef aussi. Ouais. Parce que, comme dans toutes les entreprises, on n'a pas envie d'avoir un boss. On n'a pas envie d'avoir le chef qui est là, et puis on a envie de cracher un peu aussi, tu vois. Je vois. Voilà. Donc, et nous, c'est notre façon aussi de lâcher prise, de dire les choses. On a besoin, c'est normal. Donc, oui, il y participe, parce que quand même, dans sa manière de faire les choses, c'est, par exemple, le personnel, le repas du personnel. Ça, c'est un truc hyper important. C'est nous, dans notre journée, les moments où on va prendre le temps, justement, de se souder entre nous, parce qu'on va se poser autour d'une table tous ensemble, prendre 20, 30 minutes, où on va pouvoir se poser sans être en train de penser au truc à avoir une discussion avec la salle, avec la cuisine. Et tu vois, nous, on prenait le temps, tous les jours, d'avoir ces 2 repas hyper importants. Et le samedi, dernier jour de la semaine, on faisait un gros brunch. Donc, chaque partie dans la cuisine s'occupait de quelque chose. Le chaud s'occupait des œufs, des saucisses, du bacon. Les entrées, ils faisaient des salades, machin. Pâtisserie, moi, je faisais le chocolat chaud, les croissants. On faisait chacun notre petit truc. On faisait une grosse table. Et on faisait 1 heure de pause le samedi matin. Et ça, c'était un moment incroyable. Et tu vois, c'est rien à prendre comme décision. Ça peut faire peur. Tu te dis, non, mais attends, on n'a pas 1 heure à perdre. Mais tellement important pour l'équipe. On savait que on va courir. C'est notre dernier jour. On prend 1 heure de pause. On va courir parce que, mais pour nous, c'était trop bien de prendre ce temps-là. Mais je posais cette question, tu vois, sur la cohésion, parce que tu parles de ces 3 ans, et tu dis que finalement, même malgré le turnover, équipe féminine comme équipe masculine, quelle que soit la tendance, vous êtes arrivé à garder de la cohésion. Alors c'est quoi? Il y a une forme de magie qui s'installe, il faut croiser les doigts, parce que parfois, on peut avoir une brigade de têtes de con. Parfois ça marche pas, oui. Parfois ça marche pas. Pour le mais coup, je pense qu'à l'époque, on avait envie des mêmes choses aussi. Puis on était des passionnés, quoi. Je pense que ça aussi, ça joue. Ouais. Quand t'arrives à avoir des gens autour de toi qui ont les mêmes passions que toi, tu sais que, ça aide. Ouais. C'est bête, tu vois, mais le week-end, on allait acheter des bouquins de cuisine, quoi. Si tu tombes sur une brigade où en fait il te dit non mais moi je t'explique, week-end c'est week-end, tu me parles pas de cuisine, et voilà, je fais ça juste parce que ça change tout. Ouais, donc on parle de cette fibre-là. Tu parles des bouquins de cuisine, et donc là on est dans une phase d'apprentissage, de formation, ça prend du temps. Il n'y a pas que l'école évidemment, et on met du temps avant de pouvoir se sentir en maîtrise. Et bien sûr, à ce stade de l'histoire, on n'y est pas encore. Néanmoins, quand on commence à acheter des livres de cuisine, à réfléchir, à prendre un petit peu de recul à ce moment-là, est-ce que tu as des souvenirs justement d'un axe ou d'une perspective de cuisine qui te parle, de premières choses qui te font dire ce style-là m'inspire, ce travail-là m'inspire, ces produits m'inspirent? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent déjà à ce moment-là, ou c'est trop tôt? Je pense qu'à ce moment-là, c'est beaucoup trop tôt. Ce qui m'intéresse à cette période-là de mon apprentissage, c'est des livres qui vont être uniquement basés sur les bases de la cuisine et les techniques. Ça va être les répertoires des sauces, ça va être l'Escoffier, ça va être le cuisine de référence, que ça. Ouais. Parce qu'en fait, mon but, c'est de réussir à comprendre comment elle marche, la cuisine. Ouais. Et ça, c'est hyper important, en fait. Et c'est pour ça, souvent, on dit, ouais, mais à l'école, t'apprends rien et tout. Je suis pas d'accord, en fait. Solfège. C'est le solfège. Ouais, c'est hyper important, en fait. Parce que pour être créatif, et pour être un bon créatif, selon moi, tu pars des bases, quoi. Si tu comprends pas pourquoi une émulsion, c'est une émulsion, bon courage, quoi. Donc, au début, c'était vraiment ça. C'était comprendre les bases, les techniques, les cuissons,
Déjà, c'était pas mal, quoi. T'y passes Et du c'est temps. venu beaucoup plus tard, les livres plaisir. Ouais. Un beau livre que tu vas voir, que tu veux pas forcément acheter de base, mais il est tellement joli, c'est un joli objet que bon, tu craques, tu l'achètes et voilà. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Ces 3 ans, du coup, de découverte, on pose les fondations quelque part avant même de commencer à savoir parler. On essaie de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce que tu disais là. Tu vas les emmener vers où après? Comment on sort de ça? Quelle est la charnière? Qu'est-ce qu'on fait après? Comment tu te sens quand tu sors de ces 3 ans? Est-ce que tu sens que t'es armé pour quelque chose et t'as envie d'aller vers quel genre d'expérience? En fait, quand je sors de ces 3 ans, j'ai envie de prouver que j'ai appris à cuisiner et je suis prête à aller À en découdre. Non, mais je suis prête à prendre mon premier poste en tant qu'employé. Ça y est, je suis plus apprenti. J'ai fait mes 3 ans d'apprentissage. Je suis prête. On m'a formé. Dans ma tête, c'est de me dire, je vais dans n'importe quel restaurant étoilé. Je fais le taf. Je fais le taf. Et ça, c'était mon challenge, en fait. Ouais. Et je finis mon apprentissage et je me rappelle, je monte à la maison parce que j'habitais déjà plus chez mes parents. J'avais pris un petit appartement plus près du restaurant. Je monte chez mes parents et je dis à ma mère, bon maman, demain, je pars à Paris. Je vais chercher un appart et un boulot. Deuxième fois où maman a fait. C'est ça, exactement. Exactement. Maman en PLS. Ouais. C'est compliqué ça. Elle me regarde. Elle me dit, de toute façon, t'es mineur. Mais vas-y. Donc, de toute façon, elle savait que j'allais y aller, quoi qu'il arrive. Et je t'ai tu. Donc, la lubie du moment, c'était aller faire mon CV dans une belle maison parisienne et aller voir ce qui se passe sur la capitale, quoi. Parce que mine de rien, Nice, province, il y a pas beaucoup de restaurants. Et en plus, vu que du coup, mon chef de l'Aphrodite, c'était le président d'une association de cuisiniers, on se connaissait beaucoup entre nous. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de quelque chose neutre. Rentrer dans une cuisine où on sait pas qui je suis, on me connaît pas, on connaît pas mon parcours, j'arrive, je fais mes preuves, je fais le taf ou je fais pas le taf. À ce moment-là, j'avais besoin de savoir où je me situais. Pendant ces 3 ans d'apprentissage, j'ai eu la chance de participer au concours d'un des meilleurs apprentis de France avec mon chef. Et c'était une expérience immense pour moi. Parce que autant les 2 premières épreuves, j'ai excellé, médaille d'or, régionale, départementale. Autant à la finale sur Paris, je me suis rétamé. Comment ça se passe cette finale? J'arrive à Paris pour la finale, gros stress, donc mon chef qui montait avec moi et tout. Je me souviens, on était dans un hôtel, je me suis dit, mais déjà, condition 0, quoi. J'ai un stress. Paris, donc matin, très tôt, on arrive en cuisine, on sort notre matériel, nos ingrédients et tout. Et là, envahi de stress, quoi. Envahi de stress. Et il y a rien qui se passe comme je veux, quoi. Là, j'ai pris une grosse claque. Je me suis dit, waouh. Tu vois le truc tomber, t'arrives pas à le rattraper. Non, mais je sais que c'est foutu. Moi, je suis comme ça, de toute façon. Je suis très impulsive, donc, je commence à me mettre en colère contre moi-même. Je sais que c'est terminé à ce moment-là. Je sais que je pourrais pas reprendre le fil, parce que Donc, j'étais jeune à l'époque. Je pouvais Ouais. pas canaliser ça, quoi. Ouais. Donc, voilà, au bout d'une heure, je sens que j'ai pas le truc, que je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis juste en train de m'énerver et je suis là, ça suffit. Et en fait, j'ai qu'une hâte, c'est que l'épreuve elle se termine mais dans ma tête, je suis déjà en train de penser à ce que je vais dire à mon chef, en fait. Parce que mine de rien, c'est des entraînements. Lui, c'est de la cam qu'il m'a acheté pour ces entraînements-là. Enfin, c'était un truc hyper sérieux. Moi, quand je faisais mes entraînements, j'avais une pièce à moi. Je me mettais 3 heures dans la pièce, je sortais mon truc. C'est lui qui dégustait, il me faisait ses retours. Enfin, on l'avait pris hyper sérieusement, le concours, tu vois. Et je me suis dit, mais quand je vais sortir, que je vais lui dire que j'ai fait n'importe quoi, et il va me tuer, quoi. Et donc, quand t'es sorti? Quand je suis sorti, j'arrivais pas à parler, c'est simple. Je pense que j'étais livide. On a pris l'avion, allez, ciao. Et j'ai mis du temps à m'en remettre de ce truc. Ouais, c'est violent. Mais en fait, ça fait du bien parce que tu te dis, bien sûr que c'est pas moi la meilleure à chaque fois. Tu peux pas être la meilleure à chaque fois. Tu peux pas être le ou la meilleure à chaque fois. C'est Là, pas on possible. avait été meilleur de son département, meilleur de sa région, donc ça fait un petit peu rêver. Bien et sûr. boum. Et boum. Mais tu vois, premier échec hors
ta cuisine que tu connais, avec en face d'apprentis que tu connais pas, ça fait du bien aussi. Ouais. Mais sur le moment, tu te dis, l'ego il prend un coup quoi. L'ego il prend un coup. Mais surtout à cet âge-là, c'est pas facile de dealer avec ce genre de considération et de sentiments quand on n'est pas armé, quand on a ce peu d'expérience, cette immaturité de fait. Bien sûr, forcément. Mais finalement, ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Beaucoup. C'est une super si on y expérience. survit, on peut en faire une force. Bah oui, forcément. Mais c'est là où tu te dis, et c'est vraiment vrai, le dicton qui dit quand on tombe, on se relève plus fort, c'est une réalité. Tu vois. Et à ce moment-là, du coup, le fait pour moi de monter à Paris, c'était vraiment un défi et un challenge. Et j'avais besoin de prouver que j'étais pas celle qui avait chié dans cette cuisine à Médéric, tu vois. Ouais. Non. Ouais, d'où cette envie de savoir où on se situe et de faire ses preuves et de manière très neutre en disant prenez-moi comme n'importe qui et jugez mon travail. Alors où est-ce qu'on arrive à Paris? On arrive à Paris dans le 7e arrondissement, Fable de la Fontaine, une étoile au guide Michelin. Au début, j'étais post-entrée dessert. Donc, très bien. Bon, quand j'ai eu l'entretien avec le chef, il voit tout de suite que j'ai et mon CAP pâtisserie et mon CAP cuisine, donc ça a été un gros point fort. Et je me rappelle encore quand on a l'entretien, je lui dis non mais vous inquiétez pas, je vais faire le taf quoi. Pour moi c'était vraiment, c'est bête hein, mais à cet âge-là je me disais de venir de province, pour moi ça pouvait être mal vu d'un chef à Paris, tu vois, ou qui puisse se dire elle sera moins bonne qu'un Parisien ou donc je m'étais mis la pression. Là quand j'ai commencé au Fab, j'étais une autre personne. Je voulais tellement montrer que ça pouvait marcher que j'étais même plus moi la personne hyper enthousiaste. Non, j'étais dans ma bulle et c'était travail. Et ça ressemblait à quoi? Julia, viens manger. Non, je travaille. Ah oui. Ah non, j'ai perdu 20 kilos. Non, le début, t'as envie de faire tes preuves, t'as envie de... Bon, tout le monde fait pas les débuts de cette manière-là. Attends, on n'est pas obligé de perdre 20 kilos, hein. Enfin, tu vois. Je sais pas, mais là, c'est une petite pression, quand même. On se met une petite pression, là. Mais en fait, ça va me servir. Parce que, au final, ils vont voir que j'ai envie. Et, donc j'arrive, j'ai 17 ans. Un an après, on me propose la place de sous-chef au FAB. J'ai 18 ans. Il y a des gens dans la cuisine qui sont là depuis plus longtemps que moi. Voilà, à ce moment-là, j'appelle ma mère. Je dis bon maman, on me propose la place de sous-chef. Elle me dit oh là là, mais attends, mais t'es jeune. Et je me souviens que je lui dis mais justement en fait, je vais essayer. On verra si ça marche pas, tant pis, ça sera pas un vrai échec. J'ai 18 ans. Mais cette chance, j'ai envie de la saisir quoi. Parce que c'est beau quand même de se dire que dans un restaurant étoilé à Paris, on donne la chance. On te fait confiance. À une provinciale. En plus. Enfin, je me dis non, ça, je peux pas louper le coche. Impossible. Tu me racontes un truc quand même, parce que quand t'arrives à Paris, que t'as cette pression, que tu veux bien faire, que tu deviens complètement folle à ne pas manger et à bosser, dis-moi, à quoi ressemblent tes journées à ce moment-là? Quand on vient, je sais ce que c'est, hein, de débarquer à la capitale, de faire ses premiers jours et de se dire, oh, putain, mais là, il faut que je donne 2 fois plus que tout le monde, en fait, 10 fois plus que tout le monde. Ça ressemble à quoi, tes journées à ce moment-là? Tu découvres tout en plus, le métro, le truc. Le métro au début, mais un enfer. Tu descends à un arrêt, tu pensais être sur le boulevard, au final tu dois remarcher 3 kilomètres. Moi ça je connaissais pas, les avenues, les boulevards qui font 3 arrêts de métro. Ce stress où tu pensais être machin juste clairement, à l'heure et en fait tu te mets à courir, ta journée a déjà commencé 1000 fois avant que tu aies poussé la porte du resto. Ouais. C'est vrai que Paris pour ça, au début... C'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Et moi je pense que j'ai bien mis 6 mois quand même à m'adapter à ça. À ça et au froid, quoi. Ah bah oui, forcément. Je suis arrivé une année, il faisait un froid, il neigeait et tout. J'avais froid, je me disais, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Parce que chez nous, il fait froid l'hiver, mais il y a beaucoup de soleil quand même. Et ça, c'est vrai que, tu vois, moi, je partais travailler, j'avais le petit rayon de soleil quand même, ça fait la différence, quoi.
Là, au début, c'est gris. Non, c'est un mood particulier. Ah bah ouais. C'est un mood particulier. C'est dur, déjà ça conditionne. Mais Donc, les journées, elles ressemblent à rien. Elles ressemblent à métro boulot dodo, ouais. Et parce que j'ai pas de potes au début, j'ai pas de famille. Et avant de faire dodo, on se sent comment quand on a fait sa journée, quand on est tout seul, quand on se retrouve toute seule dans sa chambre, dans son petit appart ou dans la chambre qu'on occupe, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit, putain, je suis à la bonne place? Est-ce qu'on se dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais faire demain? Il y a des moments pas faciles. Moi, je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est le 31 décembre. Parce que ça faisait 3 mois que j'étais à Paris. Première fête de fin d'année sans ma famille. J'étais redescendu juste 2 jours pour Noël, parce qu'en général, les restaurants ferment 2 jours. Et le 31, je rentre chez moi après le service. Et là, je me sens d'une solitude qui m'envahit. Ouais. Et je me dis, mais en fait, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis. Et je rentre chez moi un 31, quoi, et je fais quoi? Là, je me suis senti mal. Et ce que t'as fait? Voilà, j'ai appelé ma mère. Hein. Voilà, tu chiales un coup, tu repars, quoi, tu vois, c'est ça, enfin... C'est l'école de la vie, quoi. Et en même temps, j'étais pas malheureuse de là où j'étais tombée, je sentais que j'avais des choses à apprendre. Moi, c'était pour ça que je suis montée à Paris. J'avais envie de trouver un lieu qui était à la hauteur de mes ambitions, où je me sente bien, et en vrai, je m'y sentais bien. J'avais pas encore... j'étais pas à l'aise, j'étais pas en terrain conquis, mais... J'aimais la cuisine de mon chef. Je le connaissais pas encore bien, parce que lui, il venait d'arriver aussi, donc il prenait ses marques. Mais ça me plaisait. Ça me plaisait. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi de tomber amoureux de la cuisine du chef pour lequel tu travailles, tu vois, parce que moi, juste tailler, cuire et pas ressentir un truc, pendant longtemps, tu vas cuisiner pour tes chefs sans avoir un mot à dire dessus. Donc, faut quand même que t'aies faut que ça te fasse rêver, quoi. Ouais. Faut que tu te dises, en fait, pourquoi j'y ai pas pensé à ça? Et alors, du coup, dans cette cuisine, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là de ce qui te plaît dans ce qui est proposé à cette table-là? Déjà, on faisait beaucoup de poissons. Enfin, c'était beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer. Ça, j'aime bien. Et puis voilà, chef formé à la Ducasse, donc beaucoup de légumes aussi, très technique. C'est quelqu'un très rigoureux, très minutieux. Et ça, c'est quelque chose un peu que je découvrais autrement qu'à l'Aphrodite, parce qu'à l'Aphrodite, on était très précis sur certaines choses, parce qu'on faisait un peu de cuisine moléculaire à l'époque, mais on faisait quand même une cuisine aussi de cœur, donc très différent. Mais là, j'ai vraiment appris à faire une cuisine de produits. Voilà, de prendre un produit, d'avoir un magnifique turbo, d'avoir des magnifiques légumes, et d'avoir la juste cuisson. Pas partir dans des délires de... T'allais parler comme Alain Ducasse, la juste cuisson. Oui, non, mais c'est la déformation. Ça. Moi, ça m'a appris ça. Travailler avec un chef qui a eu cette formation-là, ça t'apprend à voir la cuisine différemment. Et aujourd'hui, c'est pas ma cuisine, mais j'ai aimé apprendre à côté d'un chef comme ça. Et donc très vite, parce que c'est très vite, cette implication te fait passer un step particulier, parce qu'à cet âge-là, devenir sous-chef, c'est pas rien. Donc, ok, on appelle maman. Ouais. Et ok, tu te dis, j'y vais. J'y vais. Je me rappelle, il me convoque dans le bureau, donc le chef et le patron. Le patron était en salle. Il me convoque juste avant que je parte en vacances. Et dans ma tête, je me dis, putain, ils vont me dire que je peux pas prendre mes vacances et tout. Alors que ça fait 1 an que ma mère me saoule. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu prends tes vacances? Et je lui disais, non, mais je ne demande pas mes vacances, en fait. Quand on me dit de prendre mes vacances, je prends mes vacances, mais je demanderai pas. Et bon, ça se fait, on me demande les vacances, je pose 2 semaines en juillet, je monte au bureau, je me dis, ouais, ils vont me sucrer mes vacances, c'est sûr. Et en fait, ils me disent, bon, voilà, Aurélien s'en va, c'était le sous-chef. Au début, je me dis, ok. Bon, voilà, quoi, on a pensé à toi. Et là, waouh. Et tout de suite, sans réfléchir, je dis, let's go, quoi. On verra. C'est une brigade de combien de personnes? On est 6 en cuisine.
petite brigade. Ouais, enfin, petite brigade, ça commence à représenter un groupe, quoi. Six personnes, quand on a quel âge, 19 ans? Ouais, 18. Du coup, je pars en vacances. Et quand je reviens, les choses sérieuses commencent, quoi. Premier week-end sans le chef, catastrophique. Bien sûr. Hein. J'arrive le matin, je commence à traiter le poisson. Je m'arrache l'ongle et tout. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Je sens la pression monter en moi, tu vois. Alors que je connais notre cuisine. Mon poste en soi, je le connais. Mais juste le fait de te dire, OK, maintenant, c'est toi la responsable. S'il y a quelque chose, c'est toi. Pression. Surpression. Pression. Donc voilà, je me cut le doigt, le chef qui arrive en plus, je suis venu te faire un petit coucou et tout. Je suis en train de me faire un gros pansement à l'arrache, tu sais. Donc là, c'est sopalin, puis film alimentaire. Voilà. Achetez des trousses de secours, s'il vous plaît. Je vois dans ses yeux qu'il est pas serein, quoi. Il se dit, voilà, la Juju, là, elle est tremblante. Mais en fait, encore une fois, il faut passer par là pour passer à autre chose, tu vois. Donc, week-end de l'horreur. Et je pars de ce week-end-là en me disant, OK, la semaine prochaine, ça sera autrement, quoi. C'est bon, j'ai vu ce qu'il fallait que je fasse pas. Ouais. J'ai vu ce qui marche pas. Maintenant, ça y est, allez. Et en fait, ça démarre comme ça et ça va se passer très très bien. Comment ça se passe avec les autres? Parce qu'il y a toujours un moment où quand on prend la place, souvent on prend la place de quelqu'un qui pouvait la convoiter ou qui était là depuis un moment. Donc souvent, les premiers temps, il faut la justifier. Déjà se sentir pour soi légitime et puis après le faire comprendre aux autres. Souvent, ça passe par le travail, par montrer qu'on est capable. Toi, tu l'abordes comment justement cette prise de poste aux yeux des autres? Ah, justement, moi, ça a été... Après qu'on se soit coupé le doigt et tout. Ouais, non, mais je pense que ça a été ma vraie force, c'est ça, c'est de créer aussi un gros esprit d'équipe quand le chef était pas là, de vraiment investir l'équipe, de leur montrer des choses aussi, de prendre le temps. Je commandais 6 cailles et puis pendant la pause, je leur disais, les gars, vous savez lever une caille? Non? Voilà, je leur montrais une caille et en fait, ils voyaient que je pouvais leur apprendre quelque chose. Donc oui, c'était soit ça. Parfois, il y a des trucs d'orgueil où t'as pas envie que quelqu'un de 18 ans t'apprenne. Ouais, mais une fois, il y a un chef de partie, lui, il avait 25 ans ou 26 ans. Un service, ça a dégénéré, tu vois. Je l'appelle, je lui dis de monter, une fois, 2 fois. Au bout de 3 fois, je lui dis, bon, maintenant, c'est maintenant, quoi. Il me dit, mais de toute façon, t'as 18 ans, tu vas faire quoi, tu vois? Pendant le service, on se chauffe. Après le service, ça redescend, on va parler dehors. Et naturellement, il vient me voir, il me dit « Désolé, je me suis emporté. » On s'explique et il me dit « Franchement, tu peux comprendre. Il y a une part de moi qui prend un coup parce que je suis là depuis plus longtemps que toi, je suis plus âgé. » Mais il me dit... Et en fait, à ce moment-là, il me dit « Mais elle est pour toi, la place. » Parce qu'il sait que techniquement, à ce moment-là, je suis meilleur que lui. C'est pour ça qu'on t'a choisi, tu penses? À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que justement c'est toi et pas lui? Qu'est-ce qui fait que le chef, à un moment, malgré ton jeune âge, que tu dis ça? Non, mais je pense qu'il m'a choisi parce qu'il savait que je serais là quoi qu'il arrive. Et ça, c'est hyper important de savoir que tu peux compter sur la personne. C'est ton côté machine des débuts qui voulait rien lâcher. Moi, tu m'appelles sur un jour de repos à l'époque, je me pose pas de questions. Mon travail, pour moi, c'était vraiment l'essentiel, quoi. Priorité. Donc, je pense que ça a eu beaucoup de poids dans la balance. Mais je sais que après, voilà, techniquement, sur le moment, je pense que oui, j'étais une des meilleures. Donc le combo de tout ça fait que t'essayes et ça marche. Mais tu vois, cette discussion-là, voilà, c'est après service, on se calme, on se dit les choses et puis c'est reparti. Et après, au final, on était un super bon binôme et on a su en faire notre force aussi, tu vois. Mais après, encore une fois, petite équipe, on se connaissait déjà très bien avec les autres. Enfin voilà, on m'a pas mis des bâtons dans les roues non plus, tu vois. Je sais pas si avec 15 personnes en cuisine, je sais pas. Mais en tout cas, là, ça s'est passé comme ça et ça s'est très bien passé et très vite, j'ai su comment gérer moi à ma manière. Le chef, quand il était là, c'était sa manière. Le week-end, il était pas là, c'était moi qui gérais. Et voilà, on avait d'autres règles, mais ça marchait et voilà.
L'envergure et la taille d'une maison, c'est important. C'est vraiment des choses à prendre en considération quand on débute, selon ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre et le tempérament qu'on a aussi, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se confronter à de la grosse brigade, au challenge, à la compète, aux mecs qui se tirent dans les pattes. Il y a des gens qui aiment ça aussi, mais c'est un vrai truc à prendre Moi, c'était un choix. considération. Ouais. À un moment, tu vois, justement, quand il m'a proposé le poste de sous-chef, très peu après, il me dit, Juju, t'es prête là. Va dans un 2, va dans un 3 Mac. Je lui dis, chef, je veux pas. Il me racontait, lui, des histoires à l'époque. Arrivé en 3 Mac. Ouais, où c'est la guerre. C'est la guerre en cuisine. Non, mais c'est la guerre. Ouais. Puis, limite à me dire que il rentre un soir en se demandant s'il a envie de vivre, tu vois. Et il me dit, mais moi, je veux pas vivre ça. J'aime trop mon métier pour en arriver là, tu vois. Je veux que ça reste, oui, on a des moments difficiles, mais je veux pas arriver au boulot et me ronger. Non, je voulais pas. Ça, c'est un truc, ça m'a... Et pourtant, je pense que j'aurais aimé en soi, parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe aussi dans ces cuisines-là. Ouais, bien tu sûr. vois. Mais j'étais pas prête à sacrifier le côté humain, famille en fait. C'est ça en fait. Et puis c'est comme ça que ta ton deuxième histoire famille. avait démarré aussi. Tes premières expériences, Exactement. cette maison d'hôte, voilà, on est ensemble, on fait tout ensemble, on vit ensemble. Donc, vaut mieux être sur un truc resserré, vaut mieux bien s'entendre. Comment tu quittes cette histoire, du coup, de cette famille-là qui s'est construite? Ça va durer combien de temps, les Fab? Les Fab, ça va durer presque 7 ans. Hein. 7 ans. Presque 7 ans. C'est énorme, Donc, 7 ans. Quand on rentre à 18 ans, 7 ans, c'est, je suis nul en maths. Plus d'un cinq, enfin. Non, et je rentre là-bas une 17 grande partie ans. de ta vie. Attends, non, je dis des conneries, pas 7 ans, 6 ans. Ouais, enfin, ça reste beaucoup. Bref, ouais, bah, ça reste 6 beaucoup. ans, quand donc tu Ça pars reste à beaucoup. 24 ans, quelque chose comme ça, c'est beaucoup d'avoir passé 6 ans à ce stade de la Ouais. vie, quoi. Mais alors pourquoi? Et comment ça se passe? Ces au revoir. Ah, écoute, entre-temps, je passe chef quand même en 2015. Ah, le chef qui t'avait recruté te laisse sa place, lui Ouais. part ailleurs, Ouais. et c'est toi qui prends le poste. Donc là, ça, en fait, lui, ça faisait un moment qu'il savait qu'il allait partir. Il me préparait doucement à son départ. Donc, il y a une passation qui se fait et Assez naturel. assez naturellement. Il me met très en confiance. Le patron, il est prêt aussi à... Voilà, il T'as sait fait que ça tes va preuves. se faire. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte qu'on va me donner les clés et qu'on va me dire, ça y est, c'est ta cuisine, c'est ta carte. Tu vois? Parce qu'à ce moment-là encore de ma carrière, oui, c'était moi qui faisais les menus déj à l'époque. Tu vois, je me souviens, c'était mon taf. Vendredi, je devais faire le menu déj pour la semaine. J'avais les idées, machin. Mais sur tout le reste de la carte, à aucun moment, T'intervenais. jamais. Moi, c'était réalisation. Ouais. Il me montre, il me fait son plat, il me dit ça doit être comme ça. Moi, j'étais la surveillante, c'est-à-dire que T'exécutes s'il y et a tu un fais gars en qui sorte fait que- pas ça, ok, Ouais. ça c'est pas comme ça. Hmm. J'étais encore très exécutante. C'est venu après. Aujourd'hui, tous les sous-chefs dans les restaurants, aujourd'hui, il y a une grosse part de création. Hmm. Avant, ça se faisait pas. Ouais, c'était le chef, point. C'était le chef. Basta. Donc en fait, quand je me rends compte de ça, je commence à me dire, mais c'est quoi ma cuisine à moi? Et ouais. C'est quoi ma cuisine à moi? Et puis j'imagine qu'il faut quand même aussi respecter l'ADN d'un lieu, qu'il y a aussi un passif, tu peux pas tout balayer et faire autre chose. Donc là, il y a une équation qui se pose. Après, bon, c'est un lieu que je connais, j'y suis depuis 6 ans, enfin 5 ans quand je passe chef. Je suis quand même dans de bonnes conditions, donc. Mais c'est sûr que mes premières cartes là, quand je les ressors et que je vois ce que je faisais, je me dis mais mon Dieu, Et pourquoi? foie gras, curry, brioche. Ok, genre jamais aujourd'hui je ferais ça. Kiwi, huîtres, aubergines. Ah, c'est pas ma cuisine, mais du tout. Mais parce que à ce moment-là, quand je dois faire ma première carte, je vais prendre les choses que j'ai faites depuis mon début d'apprentissage, que j'ai le plus aimé, qui m'ont le plus marqué. Les hits. Ouais. Et je vais les remasteriser un peu, quoi. Mais je m'accroche à ça, tu vois. Donc pas toi, mais ce qui t'a marqué. Mais ce qui m'a marqué, ce que je sais faire, ce que je maîtrise, Ouais. un truc d'hyper rassurant, en fait. De dire, voilà, je lance ma première carte, je fais des choses que je sais faire, et puis on verra après. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que ta cuisine, elle évolue, et elle évolue sans cesse, et encore aujourd'hui, elle évolue, tu Ouais. vois. Et c'est ça qui est beau aussi. Oui, c'est mais que... quand tu la démarres, t'es pas proche de toi. Tu cuisines un peu celle des autres. Mais tu clairement. portes encore les vestes des chefs qui t'ont précédé et formé. J'ai ça pas de prend du temps. ligne directrice, j'ai rien. Ça part dans tous les sens, il y a aucune cohérence. Mais sur le moment, en soi, moi je me dis pas que je fais n'importe quoi. Ouais. Moi je me dis, faut que je remplisse le resto.
il faut que je fasse à bouffer et que ça marche, Ouais, c'est ça. que je tienne mon équipe. Après, on verra, quoi. Et comment ça se passe alors ces premiers temps, du coup, dans cette responsabilité-là? Ça y est, on est chez toi, c'est toi qu'on vient voir. S'il y a un problème, eh ben, ce sera forcément pour toi. S'il y a des félicitations, ce sera aussi pour toi. Comment ça se passe? Non, bah, c'est génial. C'est génial. Et en plus, bah, c'est là où je vais avoir ma première étoile au Fab de la Fontaine. Eh, Donc, tu fais un teaser, c'est génial. Parce que on te dit, ouais, non, mais je suis complètement dans le vertige de la carte et tout. Alors, ok. Donc, tu prends ta place de chef. Ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. J'ai une bonne équipe. On n'est pas nombreux, mais très soudés. Encore une fois, c'est des journées qui commencent tôt, qui finissent très tard. On n'a pas beaucoup de jours de repos. En plus, c'est un restaurant qui est ouvert 7 jours sur 7. Donc voilà, mais on a tous envie, on a tous la niaque. On va vers la même direction, quoi. Donc, toi, tu vis là-bas à ce moment-là. Ouais. Je me rappelle des matins où je me lève et j'ai encore mal aux pieds de la veille. Tu vois, ce genre de douleur là, quoi. Où le corps ne s'est pas remis. Non, mais ouais. Et là, tu te dis, waouh, putain, la journée va être longue. Là, t'apprends à faire un quotidien dans la douleur, mine de rien. Alors, c'est une douleur qui est exaltante parce qu'elle produit quelque chose de très stimulant. Néanmoins, c'est raide. C'est la restauration. Ouais. Ouais, enfin, dans ce cas-là, de plus compliqué, enfin, de plus difficile, quoi, là. Pour le coup, là. On se soude pendant ces moments-là. Moi, je vais rencontrer mes 2 associés actuels au Fable aussi. Un en cuisine, un en salle. Ouais. Donc, Seb, qui était mon sous-chef, qui était en cuisine, et Greg, qui était en salle. Voilà, pareil, eux, ils sont restés très longtemps. On s'est connus, on était tous les 3 commis. On a évolué au fur et à mesure. Et quand on est parti, on avait 3 postes à responsabilité, donc chef, sous-chef, directeur de salle. Du coup, l'étoile arrive. L'étoile arrive un peu par surprise. Parce qu'à ce moment-là... Ça fait combien de temps que t'es en poste? Ça fait... j'ai pris le poste janvier 2015, on a l'étoile février 2016. Quelques temps avant la cérémonie Michelin, je commence à me dire, putain... Parce que le restaurant, les Fables, ils avaient une étoile depuis 10 ans, quoi. Avant que je prenne le poste. Et je me dis, mais imagine, on perd l'étoile. Enfin, pour moi, c'était sûr, quoi, qu'on allait perdre l'étoile. Et là, en fait, je commençais à me dire, comment il va réagir, le patron? Comment ça, tu vois, quel mood ça va mettre dans l'équipe? Comment on va se renouveler, etc. Parce que, en fait, juste avant ça, on fait des gros travaux dans le restaurant. On casse les prix en 2. On fait une cuisine très accessible. On passe les cuisines en sous-sol, donc ça nous fait plus d'espace, donc plus de tables. Alors qu'avant, à contrario, c'était resto hyper intimiste, il y avait 20 couverts. Donc on passe vraiment d'un restaurant gastro un peu cucu à un truc où on veut faire un restaurant accessible, voilà, tu passes devant, tu regardes la carte, t'as pas peur, quoi. Tu vois? Parce que ça, c'est des périodes aussi qui nous ont marqué, de voir ça. Ouais. De voir un resto que t'arrives pas à remplir parce que, en fait, il y a du passage. Pas lire la carte, ils arrivent et puis ils disent non, en fait, non, là, tu vois, je me balade, je vais pas mettre 120 €. Ou... Donc, à ce moment-là, on se dit, OK, on prend le pari, on divise les prix, on fait un truc un peu plus accessible et tout. Et en fait, ça marche de ouf. Et on a cette étoile qui arrive. Et là, c'est génial. Alors, pause. Raconte-moi ce jour-là. Partage-nous ce moment. On était en cuisine. Cérémonie, c'était à midi. Et à l'époque, moi, je savais pas encore comment ça fonctionnait parce que c'était ma première année en tant que chef. En fait, je savais pas que si tu perds l'étoile, t'es au courant avant, tu vois. Tu l'apprends pas le jour de la cérémonie. Ouais, ce serait un peu cruel. C'est déjà suffisamment un truc difficile. Ce serait cruel. Ouais. Bref, il y a la cérémonie, machin, on n'est pas en service. Et en fait, on captait pas en bas, hein, on était vraiment dans notre grotte, quoi. Et je vois que le patron, il descend pas. Et les heures, elles passent, c'est 13h30. Le service est très long à ce moment-là. Horrible. Horrible. Moi, je suis avec Seb en cuisine, je le regarde, je fais des signes de tête comme ça. Je dis, waouh. À quelle sauce on va être mangé après le service, quoi. Moi, je m'attends déjà à la réunion post-crise. Et en fait, je le vois débarquer, là, il descend les escaliers, gros bouquet de fleurs à la main. Et là, il s'agenouille devant moi. Non, ce n'est pas une demande en mariage. Et il me dit, voilà, je suis devant la plus jeune chef étoilée de France. »
Ce moment, il sera gravé à vie. À vie, là, c'est toutes les émotions qui me traversent. Je pleure, je ris, voilà, la fierté, l'émotion. Ouais. Tu sais pourquoi t'as eu mal au pied, quoi. Tu vois. Parce que ce titre, mine de rien, chef étoilé, il y en a tous les ans qui chopent une étoile. Quand on parle de plus jeune chef étoilé de France, c'est quelque chose qui te suit encore aujourd'hui. Bien sûr, et c'est quelque chose qui a Quand on changé parle ma de vie, toi, surtout. on en parle, on utilise encore cette formule. Donc, déjà parce que j'ai pas été détrôné. Posons ce record. Donc à quel âge? 21. À 21 ans. Ouais. Tu décroches ta première étoile. Donc c'est toi, dans l'histoire du Michelin, qui a eu la première étoile la plus jeune. Je suis con, j'ai pas pensé à prendre des fleurs. Non mais c'est pas rien. Fleury, c'est pas long. C'est pas rien, j'irai après. Ça change ma vie, hein, clairement. Mais à ce moment-là, je suis pas prête à ce qui va m'arriver. Hein, parce que je comprends très vite que en fait, ça intéresse beaucoup les médias. Et sauf que moi, j'ai 21 ans, je suis dans ma cuisine et que là, toutes les 5 minutes, chef le téléphone. Oui, bonjour, radio, oui. Mais en fait, là, je me sens con et je me sens limite imposteur, en fait. Ouais. Je me dis, mais attends, mais ça veut je dire fais que un tu passes aioli, les gars, quoi. Ouais, tu passes du tout au tout aussi. Ouais. Tu passes du moment où personne te regarde, là au moment où tout le monde C'est ça. t'appelle. C'est ça. Et à ce moment-là, je sais pas le gérer, ça. Et mes premières interviews, mes premières radios et tout. Bah, hyper malaise, c'est hyper gênant. Oui, malaisant, mais pour tout le monde, je crois. Je savais pas quoi dire, je savais pas ce que j'avais le droit de dire, je savais pas ce que je foutais là. T'es pas accompagné en plus à ce moment-là, personne te conseille, Non. personne te... Mais non. Donc, non, très bizarre. Ouais. Très bizarre. Mais, le côté cool dans tout ça, dès le début, c'est que on va me solliciter sur beaucoup d'événements avec d'autres chefs, des voyages, des festivals. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois. J'ai fait un de mes premiers gros voyages parce que j'ai commencé à 14 ans la cuisine. J'ai jamais voyagé, en fait. Moi, dès que j'avais une semaine de vacances, je partais voir ma famille. Les voyages qu'on faisait quand on était petit, on allait en Espagne, on allait en Italie. Mais j'ai jamais fait des gros voyages, tu vois. Et on me propose de partir en Corée pour un festival gastronomique. Et donc, je pars en Corée une semaine, en 4 mains, avec un chef coréen. J'arrive dans un resto coréen. Et ça m'a marqué. Parce que déjà, on était une dizaine de chefs, avec des gros noms. Là, tu te dis, ouais, cool. Ça y est, je suis rentré dans cette bulle, en fait, tu vois, de chef étoilé, D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis arrivé en Corée, je me suis dit, mais comment je vais faire? Évidemment, je parle pas coréen. Je paragouine 3 mots d'anglais, surtout. Et c'est là où je me rends compte, vraiment pour la première fois, que le langage de la cuisine, il est universel. C'est que à partir du moment où t'as enfilé ton tablier, qu'on t'a mis une planche et des couteaux, en fait... On parle tous la même langue. On parle tous la même langue. Et ça, j'ai trouvé ça d'une beauté incroyable. Et j'ai rencontré une équipe formidable. Et là-bas, c'est très technique. La rigueur. Moi, j'ai vu des choses dans cette cuisine qu'aujourd'hui, je fais dans la mienne parce que je me suis dit, mais c'est génial. L'idée est géniale. Comme quoi, par exemple? C'est les emporte-pièces étiquetés, tu sais. Chaque chose est à sa place, quoi. Tu cherches rien là-bas. Tu vois? Tout était fluide, c'était beau, tout le monde faisait attention à tout. Magnifique. Donc ça te donne accès à quelque chose quand même. Et ce titre, il t'ouvre sur quelque chose. C'est marrant parce que quand on a parlé de tout ce qu'il y avait avant, la perspective d'avoir une étoile, d'être reconnu et tout, c'est pas quelque chose que tu te dis, c'est pas quelque chose que tu vis forcément. Peut-être que ça t'a habité. Mais jamais. Mais c'est ça ça que je trouve aussi hyper chouette dans mon parcours, c'est que si tu veux, je me fixe des petits objectifs et j'ai des choses sur lesquelles à aucun moment j'aurais été prête de faire des sacrifices. Que ce soit quand je suis parti de Nice pour aller à Paris. Ouais. Je serais pas parti pour aller dans un bistrot. Tu vois, ça va être ce genre de choses-là. Mais par contre, jamais je me suis dit, je veux être chef là, je veux avoir mon resto. Moi, je disais tout le temps, moi, je veux pas mon resto avant 30 ans.
Mais en fait, il y a des rencontres et il y a des choses dans la vie qui font que parfois ça s'accélère ou parfois voilà, Et c'est dû à l'implication qui est totale à chaque fois. Dans tout ce que tu décris jusque-là, ton implication, elle est totale. L'abnégation, elle est totale. Là, il n'y a pas trop de vie. Franchement, dans ce que tu nous racontes, à part avoir appelé ta maman... Non, mais j'ai pas de vie, clairement. Ma vie, c'est ma passion. Ouais. Ça, et voilà, aller boire une pinte le soir avec les collègues avant de pioncer les 4 heures qui te restent. Ouais, c'est Tu ça. vois. Mais ma vie, à ce moment-là, c'est ça. Et tu rentres dans un cercle prestigieux des chefs étoilés à cet âge-là. Et c'est la vague. Et j'imagine que d'un point de vue de la fréquentation aussi, tu dois le sentir dans ta salle. Bien sûr. Le téléphone. Je me souviens d'un service où on débranchait le téléphone, quoi. Mais en tant que patron, mais tu le rêves ce moment-là. Ouais. Tu vois? C'est incroyable. Incroyable. Après, les bons et les mauvais côtés aussi, tu vois, des gens qui comprenaient pas, qui appelaient, on veut réserver, il n'y a pas de table, mais vous savez pas qui je suis, mais vous pouvez pas trouver une table. Mais non, on est complet, il y a plus de table, je peux pas même dans le coin, il y a plus de table en fait, tu vois. Et tu sentais cette frustration et ça se transformait un peu en, je sais pas. Ça rend agressif. Hein, Ouais. Disons-le, hein, je veux dire, moi je suis pas du genre, hein, quand on me dit c'est complet, je dis c'est complet, j'insiste pas, mais putain parfois ça fait chier. Comment tu vas décider de mettre un terme à cette aventure et comment elle va s'arrêter alors qu'elle t'a placé sous les feux de toute cette reconnaissance, de l'attention du monde de la gastronomie et puis des passionnés, des clients? Pourquoi on décide d'arrêter ça? Pourquoi? Parce que malgré tout ça, ça faisait 7 ans et qu'au bout d'un moment, t'as envie de renouveau et moi, j'avais envie de passer à autre chose, quoi. Cette cuisine, ce lieu, ça représentait énormément pour moi. Énormément. Et j'ai eu du mal à la quitter. Ça m'a fait beaucoup de mal, hein. Mais je sentais que c'était le moment d'écrire autre chose. Et tu vois, j'ai fait la rencontre de mes 2 associés aux femmes. C'est mes frères, mes amis, tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, on se voyait beaucoup après les services et on se disait, on n'est pas plus bête que les autres. On a la même vision du business, on a la même vision de la gastronomie. Venez, on commence à chercher un local, quoi. Et en fait, ça commence comme ça et on se dit, de toute façon, on va mettre 2 ans à trouver quelque chose qui nous va et puis voilà, on commence doucement. Et en fait, très vite, on va avoir le coup de cœur et ça va être au 5 rue de Pontoise. Et en fait, à l'époque, on visite, c'est Itinéraire de Sylvain Sandra. Donc c'est déjà un restaurant étoilé. Et il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose et on ressort de là. Et moi, je regarde les garçons et je dis, c'est là, quoi. Et 3 mois après, on avait les clés. Comme quoi, voilà, c'est l'exemple parfait pour dire que la rencontre, le moment, parfois ça accélère les choses et tu te poses pas trop de questions. T'as pas le temps de te poser de questions, en fait. C'est à ce moment-là, soit tu prends, soit tu laisses. Soit tu laisses. Et il faut espérer ne pas le regretter. Voilà. Comment on fait pour aller aussi vite? J'imagine que ta notoriété à ce moment-là et l'attention que tu as générée aident énormément pour s'installer. Quand tu visites un endroit et que 3 mois après t'as les clés, ça aussi, il y a un paquet de chefs qui en rêveraient parce que pour parler avec beaucoup, putain, parfois c'est une tannée. En réalité, je vais pas te mentir, à la banque, que je sois la plus jeune chef étoilée de France, c'était pas un joker. Ah oui. D'accord. Parce que eux, ce qu'ils voyaient surtout, c'est que j'avais 23 ans. Ouais, alors dans plus jeune étoilé de France, un bébé. il y a plus de jeunes. Et ça ne nous plaît pas. Et que l'apport, il était pas non plus exceptionnel. Donc au début, on s'est pris des refus, hein, bien sûr. Hein. Ah oui, c'était pas open bar. Non, c'était pas open bar. Donc on a eu beaucoup de chance que ça marchait avec notre dernière banque et qu'on a pu accélérer les choses parce que franchement, non, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Et encore plus aujourd'hui. Maintenant, après Covid, là, bon courage. Hein. Bon courage. Ouais. Donc, mais tu vois, à ce moment-là, pour moi, c'est le super bon moment pour ouvrir mon resto. Parce que je surfe sur la vague. Je sais que côté média, j'ai encore des choses à faire. Mmh. Par contre, voilà, faut pas se louper, quoi. Moi, je me conditionne pour ouvrir Bayeta dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que je surstaff en salle et en cuisine dès le début. Parce que je veux pas qu'on se loupe.
Parce que je sais que ceux qui vont venir nous visiter là, ils ont des attentes. Voilà. Et nous, dès le début, on se dit objectif étoile 2 ans, quoi. Tu vois ? Ouais. Donc on met les moyens pour la vaisselle, les travaux. Tout de suite. Tout de suite. Dans l'idée de... Même si on se dit, voilà, même si on l'a pas au bout de 2 ans, qu'on l'a au bout de 3 ans, Ouais, c'est pas... On mettra le temps qu'il faut, mais en tout cas... C'est la perspective. Voilà. Perspective, c'est l'avoir pour nous, quoi. Ouais. Donc là, on va venir pour toi. Et là, à nouveau, tu vas te retrouver dans cette phase où il faut écrire sa carte. Comment tu envisages ta cuisine à ce moment-là, qui doit être encore plus ta cuisine, parce que cette fois, t'es chez toi? Ouais, mais justement, à ce moment-là, j'en avais besoin, envie, et je me sentais libre de justement mettre tout ce que représente pour moi ma cuisine, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est aller à fond dans cette cuisine méditerranéenne. Parce que parfois, aux femmes, j'ai pu aussi avoir ça, c'est peut-être un peu trop. Là, il y a peut-être un peu trop d'ail. Là, tu vois, penser un peu à rester... À mettre des filtres un Ouais. petit peu sur le... Ouais. Là, j'avais besoin d'être en roue libre, quoi. Ouais. Ouais, d'être Et- toi. Enfin, de... ouais. Ouais. Donc, c'était un challenge, un autre challenge, mais avec beaucoup plus de maturité, plus d'expérience. Ce rôle de chef que j'avais déjà pris avant, bah voilà, c'est... Encore une fois, être un bon cuisinier, c'est une chose. Être un bon chef, c'en est une autre. Tu vois. Et je pense qu'on a tous fait des erreurs dans nos premières années de management. Sur le dosage, au début, c'est très difficile. Quand est-ce que t'es trop dur? Quand est-ce que tu l'es pas assez? Les choix que tu prends. Donc, à ce moment-là, les planètes, elles s'alignaient. Je savais ce que je voulais. J'avais une équipe autour de moi. Quand j'ai dit que j'allais ouvrir mon resto, tout de suite, des personnes qui m'ont dit « Ok, chef, on est dans le bateau, machin, hyper investi, hyper truc. » Et ça, c'est important aussi. Avoir une équipe autour de toi qui te soutient, qui te connaît, qui sait où aller. Tu perds moins de temps, t'es efficace. On sent que t'as été vigilante quand même. Peut-être que la jeunesse aide à ça aussi. On sent qu'il y a une vigilance et une attention portée à beaucoup de choses. Tu vois, tu parles spontanément de management. Au début, les chefs, parfois, quand ils se lancent dans leur histoire, et surtout quand ils sont jeunes, c'est pas que le management n'est pas important, mais en gros, il s'agit Ouais, de mais scorer. parce que et je on me voit suis après. tellement ramassé aux fables. Moi, la première année chef aux fables, je pense que j'ai dû avoir 70 mecs qui ont tourné en cuisine. Hein. Parce que j'étais imbuvable, j'avais une telle pression. Tu vois, j'avais pas encore ce recul, cette maturité, Ouais, j'étais dans le trop. Ouais. J'étais dans le trop. Pour moi, si tu taillais mal ton échalote, tu m'insultais, quoi, tu vois. J'avais pas le recul nécessaire. Là, quand je m'installe, c'est bon. J'ai pris du recul avec tout ça. Je me dis, allez, c'est pour moi, là, que je le fais, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais dans ta vie, il y a des périodes. Et à ce moment-là, j'étais prête pour ça, quoi. J'ai hâte dans quelques années de faire une interview de chef qui me dira « Alors moi j'ai eu une expérience de merde. Je m'en souviens très bien. C'était Ah, avec la Bayetta. chef. T'imagines. Mais- Bah ouais, bah, peut-être. Hmm. Et c'est là où c'est drôle aussi, c'est que ta vision de chef et la vision de tes employés, elle sera jamais la même. Ouais, bien Et sûr. tu vois, aujourd'hui, je comprends tellement les remarques, les réflexions et la manière de penser de mes chefs Ouais. que je me dis, qu'est-ce que j'étais con à l'époque. Et toutes les soirées que t'as passées en disant lui, putain, mais il Eh fait ouais, chier, il me fait chier. Mais bien sûr, Ouais. mais c'est normal et tout le monde Bien fait sûr. ça. Mais avec le temps et l'expérience, on se dit, ah, Aujourd'hui, ça me fait chier de me dire que quand ils vont boire une pinte le soir, c'est toi, c'est toi, c'est moi qui prends. Donc, on est sur une cuisine méditerranéenne. Ouais. Qu'est-ce qui va marquer? Moi, je me souviens très bien de mon déjeuner chez Bayetta et c'était pas à l'ouverture, mais c'était pas hier, c'était il y a au moins 2 ans, je pense. Qu'est-ce qu'on retrouve et qu'est-ce qui va, comment dire, dessiner un petit peu les contours de cette adresse aux yeux des convives? Qu'est-ce qu'il y a à la carte qui va imprimer un peu le lieu, l'ADN du lieu? On va dire que l'ADN du lieu, ça va être beaucoup de saveurs de Méditerranée, forcément. Aussi un peu plus la cuisine niçoise. Une des premières choses qu'on déguste quand on arrive à Bayetta, c'est ma version de la pissaladière. Alors parfois, elle va être traditionnelle.
Parfois, on va pousser dans la technicité, ça va devenir un coussin soufflé avec un confit d'oignon à l'intérieur, une anchoïade. Mais parce que c'est un de mes plats traditionnels niçois favoris. Voilà, de la pissaladière, j'adore ça. Oui, je comprends. Et voilà, c'est des petites choses. Ça va être, par exemple, avant d'arriver à Bayeta, j'ai jamais fait une bouillabaisse. Quand je me suis installé avec Seb, on s'est dit, bon, il est temps qu'on la fasse, cette bouillabaisse. On avait tout fait, aioli, bourride, tout. Et la bouillabaisse, on l'avait pas faite. Et aujourd'hui, c'est un des plats signatures de Bayeta. Les gens viennent pour manger ma bouillabaisse, alors que je suis pas marseillaise. Ouais. Mais c'est des saveurs. Ça va être beaucoup de fenouil, beaucoup d'épices, beaucoup d'ail, le thym, le citron. Voilà, c'est des saveurs que j'aime travailler. Et ma cuisine, aujourd'hui, elle a évolué et j'ai une cuisine qui reste très simple, très lisible, mais qu'on essaye toujours penser à la technique qui va faire que ça va en faire un plat du guide Michelin, en fait. Ouais. Tu vois? C'est la question que je veux te poser, parce que moi, je m'en souviens de cette bouillabaisse et je me souviens même de ce petit coussin. Alors que ce qui peut démarrer un repas dans des restaurants de ce niveau-là peut s'oublier, parce que après il y a des hits et généralement ça monte un peu crescendo et ça frappe un peu plus fort et on oublie par quoi on a commencé parfois. Comment on fait pour s'emparer de monuments comme la bouillabaisse, qui sont à la fois des monuments presque de l'ordre du patrimoine, mais qui ont des racines extrêmement populaires? Comment on fait pour traduire ces plats qui peuvent être un petit peu rustiques parfois dans une version plus élégante, celle dont je me rappelle chez toi, plus délicate? Comment on fait pour ça, pour arriver à ça? Ça passe par quoi? Ça passe par déjà ouvrir, je sais pas moi, au moins 10 bouquins différents avec 10 recettes de bouillabaisse différentes et aller voir les points communs. Aller voir à la source l'histoire de la bouillabaisse, tout simplement. La bouillabaisse, c'est né comment? Les pêcheurs, ils ramenaient les poissons qui partaient pas, les poissons de roche, les poissons soupes. On les mettait sur le feu, les légumes qui traînaient, donc un oignon, une branche de céleri, une carotte. Puis voilà, tu la bouilles, tu la baisses, quoi. Ça bout, tu la baisses, ça cuit, c'est la bouillabaisse, tu vois? C'est génial. Et moi, je me souviens encore, j'avais des ingrédients comme ça que j'avais mis à travailler plus. C'était, pour moi, la ligne directrice, le fenouil, cette soupe de poisson, ce jus de bouillabaisse qui va faire en fait la puissance de ton plat, le safran. Comment tu vas la rendre sexy? Et c'est là où le travail de chef il commence, tu vois. Ouais. Et nous c'est comment un crouton à la rouille tu vas le rendre sexy et tu vas faire des fines tranches de pain colorées, tu vas mettre ta rouille à l'intérieur, ça va faire. C'est des choses comme ça, en fait. Et tu vois, notre soupe de bouillabaisse, notre jus de bouillabaisse, aujourd'hui, on la travaille comme un jus de viande. C'est quelque chose qui va réduire très longtemps, qui va cuire très longtemps. Voilà, si tu prends une cuillère, t'as pas besoin d'en avoir 3 litres. Alors C'est que dense. quand tu penses bouillabaisse dans ta tête, tu t'attends. Tu vois, tu te disais quelque chose de rustique. Voilà, quelque chose qu'on va poser au milieu de la table. On sert, le poisson, limite, il est un peu trop cuit, mais tu caches un peu avec un peu de rouille et puis ça fait partie du moment. Là, voilà, nous, on veut une cuisson maîtrisée du poisson. Le fenouil, on l'a retravaillé en plusieurs textures, en mousseline, en cru, voilà. Mais avoir les marqueurs de la bouillabaisse. Ouais. Tu la manges les yeux fermés, tu peux dire ce que c'est, quoi. Comment ces intentions que tu viens de nous décrire, elles sont prises et perçues par les clients qui vont justement se rendre, ça y est, dans le resto de celle qui a décroché la première étoile à cet âge-là. Comment tu te rappelles des premiers temps et comment c'est reçu, Bayeta? Beaucoup d'enthousiasme autour de nous. On a récupéré déjà une clientèle existante parce que c'était un restaurant étoilé avant. On a une clientèle qui nous a suivis aussi des Fab parce que ça faisait un petit moment qu'on y était. Moi, j'avais tissé des liens avec certains clients, Grégory en salle également. Donc, on a eu beaucoup de ceux-là qui sont venus nous rendre visite. Et puis, on s'est créé aussi notre clientèle. Mais, je sais pas, tout de suite, ça a été, quoi. Ouais. Bien sûr, les embûches d'une ouverture, horrible une ouverture, de toute façon.
Tu penses avoir pensé à tout. Au Merde, bout on du l'a pas premier cuire. service, après le service, je peux te dire que c'est un Tetris le bordel. Alors ça va pas être là, ça va être là, ça va être là, parce que souvent on dit on va faire des services à blanc avant l'ouverture. Donc tu vois, on fait genre il y a des pense qu'on aura clients, le temps, ouais. en fait on n'a jamais le temps de le faire. Et le premier service c'est toujours, moi je me souviens très bien, premier jour de Bayeta, déjeuner de presse, d'accord. Ah oui, tu ouvres par les J'ouvre, journalistes. mais ouais, parce qu'on devait ouvrir la semaine d'avant, mais on n'était pas dans les délais, parce que c'est ça aussi les travaux, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça finit. Donc tu commences par une épreuve de le baptême du feu, quoi. La dame là, elle arrive à 11h, je vois sur son visage qu'elle est pas tranquille. Et je la comprends. Parce que le restaurant, à ce moment-là, c'est une menuiserie. Moi, je commence à dire à tout le monde, moi, je me cache dans ma cuisine, vous vous démerdez avec les clients. Donc nous, on est plutôt prêts, mais en salle... Ah non, mais je te dis, le menuisier, il est en train de finir de coller un bout de façade, de faire les tables. Non mais... Et en fait, d'un coup, là, il y a une espèce d'adrénaline qui arrive, tout le monde commence à s'activer, le menuisier dit, allez, vas-y, amène-moi les planches là-bas, les serveurs qui commencent à dresser les tables, l'aspirateur, le machin, et en 1 heure, comme si de rien n'était, salle nickel. C'est génial. C'est génial, mais le stress, mais le stress. Et d'autant plus quand les travaux sont à peine finis. Donc, et puis avec une clientèle particulière. Une clientèle particulière, donc la pression dès le début de sortir des belles assiettes, et puis de faire le taf, quoi, parce que derrière t'as 20 journalistes à tabler, t'as envie qu'ils fassent des beaux articles, hein, donc direct dans le bain, au moins, ça annonce la couleur. Mais voilà, bien sûr, comme toute ouverture, ça évolue. Pendant 2 semaines, il y a beaucoup de changements sur des plats qu'on a testés 2 ou 3 fois. Très vite, tu te rends compte que bon, t'en as qui restent, t'en as qui sortent très vite, parce que tu dis ça, c'est finalement c'est pas moi, ou c'est pas à la hauteur, c'est pas comme voilà. Donc. Mais comme l'attente est grande, ils ont quelle tronche les articles qui vont sortir du coup, parce que j'imagine que pour en être les journalistes, il y a une attente. Il y a une attente. Mais il y a quand même une bienveillance, et c'est des gens aussi que j'ai déjà croisés avant au Fable, qui connaissent déjà un petit peu ma cuisine, donc c'est un peu plus facile aussi. Ouais. Ils accompagnent. Ouais. Mais en même temps, ils vont découvrir des plats qu'ils connaissaient pas, ils vont découvrir un autre lieu, ils vont découvrir une autre âme finalement, parce que là, quand on décide de monter ce restaurant tous les 3, c'est notre premier restaurant, on a envie que ça transpire nos histoires à nous. Ouais. Tu vois, c'est notre chez nous, donc c'est... Ce qui est difficile, c'est de pas être trop démonstratif au début. Souvent, on a envie, quand on ouvre son adresse, ou quand on commence à parler pour soi de sa cuisine, il y a parfois un geste qui est un peu trop poussé, une intention qui est un peu trop poussée dans la cuisine. Est-ce que toi, t'as été là-dedans, ou est-ce que t'as été vigilante tout de suite? Moi, je suis de nature, je suis très impulsive, mais je suis quand même toujours un peu peureuse, et j'aime bien prendre mes marques avant. Et une fois que je sais que ça a marché, je me lance. Je vais pas dès le début me dire faut qu'on fasse ça comme ça, et non. Et ça m'est venu au Fable un jour. J'avais décidé de faire une entrée, tu vois, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de dressage. Et un jour, Seb, il vient me voir et il me dit chef, c'est super, mais ça on peut pas le faire. Et en fait, j'ai trouvé ce moment hyper révélateur de ce que un chef a dans sa tête et de ce qu'une équipe peut réaliser. Et en fait, il y avait trop d'engagement, trop de travail pour l'équipe qu'on avait. Bon, en fait, tu t'adaptes ta carte aussi en fonction de l'équipe que tu as sur le moment. Ouais. Et de la force de ton outil, en fait, tout simplement. Tu peux pas soulever des montagnes quand t'en as pas les moyens. Donc, il faut apprendre à réguler un peu, à se dire ça je peux le faire, ça je peux pas le faire, ça c'est trop complexe. Voilà. Bien sûr que tout seul, quand t'as 10 heures et que tu travailles sur un plat, tu peux faire des choses magnifiques. Mais au quotidien, faut que ça soit réalisable. Ouais, parce que le but... Ah ouais, sinon tu te crames ou t'envoies n'importe quoi, crames, ça sort pas. Ouais. Et puis,
ton équipe, elle te suit pas. C'est-à-dire que tu peux pas garder des gens qui sont lessivés, enfin, Ah ouais, tu peux pas les essorer. non. Eux, c'est pas leur business. Donc, ils sont avec toi. Ils travaillent pas pour eux, hein. Et ça, faut pas l'oublier non plus. Donc, c'est trouver le juste milieu. C'est-à-dire, je veux faire des belles choses, mais il faut pas faire n'importe quoi dans le trop ou dans le pas assez. T'as conscience que quand même tu fais preuve d'une grande maturité pour pour une première ouverture, pour une première adresse. À cet âge-là, t'as quand même en conscience des choses que d'autres peuvent mettre beaucoup plus de temps à entendre, à acquérir. Ça vient de quoi, selon toi, justement, cette conscience-là? C'est ton tempérament? C'est mon tempérament. J'ai toujours été... Je suis entière. Quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond, mais toujours en ayant connaissance des risques. Tu vois, et c'est pareil, si demain on me propose d'acheter une affaire, je vais pas foncer et me dire génial, une deuxième affaire. Non. Je vais prendre le temps de me dire ok, c'est quoi les plus? Qu'est-ce tous les paramètres? Ouais. Je sais pas pourquoi. Genre à lire toutes les petites lignes sur Mais tu vois, c'est ma manière de fonctionner et c'est pareil. C'est moi, je quitte pas ma cuisine si j'ai pas ma liste de mise en place de fait. Voilà, j'ai besoin d'avoir cette petite sécurité, ce truc un peu réfléchi. Je sais pas, je suis comme ça. Et puis après, j'ai commencé la cuisine jeune, donc j'ai rien fait avant, donc en fait je suis formaté aussi. Tu vois, je pense que j'aurais commencé la cuisine à 20 ans, j'aurais eu un parcours complètement différent. Je suis arrivé là-dedans. Oui, c'est ton monde. Voilà. Est-ce que j'aurais accepté de faire tout ça après avoir passé 3 ans au lycée, avoir vécu une autre vie, à être à la maison, enfin, je sais pas. Là, c'est ce que j'ai toujours connu finalement, tu vois. Faire des coupures, pas avoir mes soirées, pas voir trop la famille, pas être aux anniversaires. Ça, c'est des gros sacrifices qu'on a fait, qu'aujourd'hui, peut-être que la jeunesse peuvent pas l'entendre. Ils ne peuvent pas l'entendre, ils peuvent pas le percevoir comme nous on l'a perçu. Mais il faut pas oublier que on peut pas tous vivre pour notre métier, tu vois, pour notre passion. C'est... Et en même temps, si on veut y arriver, si on veut avancer, si on veut grandir... Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Alors, puisqu'il n'y a pas de secret, ta technique, ta vision, ton savoir-faire et ta manière d'apprendre le métier autour de cette adresse va vite attirer l'œil et donner satisfaction, je crois. Si on se reparle de ce sacro-saint Michelin qui te suit, elle arrive quand, cette étoile qu'on attendait au bout de 2-3 ans? Elle arrive en 2019, donc 1 an après l'ouverture. Alors là, tu sais comment ça marche maintenant. Là, je sais comment ça marche, donc j'attends le fameux coup de fil ou pas, 2-3 jours avant la cérémonie. Et normalement, quand t'es un nouvel établissement, on t'appelle pour t'annoncer la couleur. On était la veille, toujours pas d'appel. Je me dis voilà, c'est pas pour cette année, quoi. Lumière au masque qui m'appelle sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi, coup de folie me prend. Je réponds pas. Donc je réponds pas. Et après je me dis, mais putain, mais t'es con. Il me rappelle. Et là je réponds. Et en fait j'étais au resto avec mes associés. Et je réponds. Et là, voilà, c'est le directeur du Guide Michelin. C'était pour vous annoncer que l'étoile, tu vois, ça me, c'est l'émotion qui revient. L'étoile va briller à nouveau pour vous, à Bayeta cette fois. Et là, génial. De la voir quand t'es pas chez toi, c'est quelque chose. Mais quand c'est ton restaurant, c'est une fierté, Non, c'est beau. C'est des beaux moments. Ce
qui était beau, c'est que pendant cette année-là, toute l'équipe est restée. On n'a pas eu de départ. Donc ça a été la même équipe, que ça soit en salle et en cuisine, de A à Z, qui ont contribué, qui ont travaillé. Et ça, on a été à la cérémonie avec les garçons. Et après, on devait se retrouver avec l'équipe. Et là, ils nous appellent en disant repassez par le restaurant, on prend l'apéro et après on y va. Et en fait, quand on arrive, ils avaient préparé tout le resto, ils avaient mis des bougies, ils nous avaient préparé une grosse table. Et ça, tu te dis, waouh. De voir ton équipe comme ça, aussi fière, aussi investie, c'est trop beau en fait. Et c'est là encore où on retrouve ce côté humain, c'est que finalement nous sans eux on fait rien à ce moment-là. T'as beau avoir les idées derrière, si t'as pas une équipe, tu fais rien. On l'a bien savouré. Et après, c'est une année qui repart avec la pression que ça engendre, mais une bonne pression. On a toujours fait en sorte que ça soit une bonne pression. Sachant que l'étoile brille toujours au-dessus de Bayette. Donc c'est que ça se Pour gère. l'instant, ça va. Ça se gère. Il y a eu un coup de fil à maman quand même à ce moment-là, parce que maman on l'a appelé que dans des trucs pour lui faire avoir des malaises et des choses comme ça. Non, maman est toujours là. Elle l'a pris comment cet événement-là, parce que c'est pas rien quand même. Alors il y a déjà eu une première en étant toute jeune, et puis là en plus en étant encore jeune chez soi. Non, mais de toute façon j'ai eu beaucoup de chance aussi dans mon parcours et dans ma jeunesse, c'est que mes parents ils m'ont toujours suivi, toujours fait confiance. Enfin, tu vois, moi, quand j'ai commencé mon apprentissage, mes parents, tous les soirs, ils venaient me chercher en face de la cuisine et ils me remontaient à la maison, tu vois. Enfin, pas tous les parents, ils font ça, tu vois. Ouais, déjà, tout le monde ne le peut pas, mais après, oui. Mais d'avoir cette chance-là, d'avoir des parents qui comprennent que t'as trouvé ce qui te faisait plaisir et qui s'investissent aussi avec toi et qui, à certains moments, ils posent pas de questions, ils savent, ils comprennent et voilà, ils savent que le week-end tu seras pas là, qu'à l'anniversaire tu seras pas là, mais c'est comme ça et ils sont fiers de ce que tu réalises finalement, tu vois. Ça a dû être quelque chose quand même, le sacre là. Il y a dû y avoir de la PLS du côté niçois aussi. Non, c'est toujours agréable de fêter ce genre de choses entourées de ta famille, tu vois, de sentir l'amour et tu sais, moi je dis souvent on n'est pas une famille où on se dit je t'aime et tout, mais voilà, on est là les uns pour les autres et ça c'est... Et vous le dites autrement. Voilà, exactement. Alors j'ai deux questions. Il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé et peut-être que c'est pas un sujet. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure en parlant d'une autre chef. Être une femme en cuisine, ça n'a pas toujours été une évidence. Je sais pas si ça l'est aujourd'hui. Je pense que ça change. À Paris, notamment, dans un petit milieu. Je sais pas si par ailleurs c'est le cas. Je crois qu'on est au début du chemin, moi. Mais est-ce que ça a été un sujet pour toi? Parce que dans ce que tu décris, par l'envergure aussi des brigades, j'ai l'impression que t'es quand même rentré à chaque fois de manière assez fluide dans ce milieu-là, qui n'était pas toujours... Ce que je peux te dire sur ça, c'est que je peux pas fermer les yeux et je suis consciente sur ce que d'autres jeunes filles, d'autres femmes ont pu vivre dans d'autres brigades. Mais moi, j'ai toujours eu la chance d'être dans des milieux hyper bienveillants où jamais on m'a fait sentir que d'être une femme, c'était moins bien, ou c'était différent, ou on pouvait pas faire quelque chose, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, la cuisine est adaptée pour tout le monde, en fait. Ok, à l'époque, quand t'avais les rondeaux, les cocottes qui pesaient 3 tonnes, pourquoi pas? Aujourd'hui, y a pas de sujet, quoi. Enfin, que tu sois un homme ou une femme, le métier, il est dur. Mais il est dur parce que c'est un métier où on est debout toute la journée, où on répète les choses, où on se coupe, on se brûle. Mais il est pas dur parce que on est une femme ou on est un homme, tu vois. On est juste
des hommes avec un grand H. On a tous notre veste de cuisine. Donc pour moi, c'est un non-sujet. J'ai jamais vécu de violence, ni verbale, ni physique. Jamais de rabaissement, ça a jamais été un sujet. Ça tient peut-être aussi à la structure, aux structures que tu as intégrées aussi. Et cette envergure, Bien on sûr. en parlait, de ces brigades un peu plus resserrées. Peut-être que c'est moins le cas, et encore pas le cas dans des brigades d'une autre envergure ou d'une autre forme de hiérarchie. Peut-être que ça. Donc ok. Dernière question, et qui concerne quelque part aussi le côté comment on fait pour gérer ce truc perso, parce que dans ton récit, il y a beaucoup d'abnégation. C'est le récit d'une personne totalement investie dans sa passion, dans son métier, qui prend ses responsabilités avec beaucoup de sérieux. Comment on fait pour vivre quelque chose en dehors de ça? On va dire que moi, j'aime les gens. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'amis autour de moi. J'ai souvent été accompagné aussi à la maison, et je pense que c'est ce qui faisait mon équilibre. Par contre, ce qui a changé ma vie, c'est de devenir maman. Moi, je suis devenue maman pendant le Covid. Et ça m'a fait... Un événement dans l'événement. Ouais, ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, et notamment sur le temps passé dans nos entreprises, parce que quand t'as pas d'obligation à côté, tu te rends pas forcément compte que t'es vraiment toute la journée. Alors pensez pour les gens qui t'ont accompagné du coup avant, quand tu avais un enfant. C'est ça. Qui disaient, mais on est quand même pas là. Ouais, mais c'est pour ça que ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est que à l'époque, moi, tu me demandais ton samedi soir ou ton dimanche parce que c'était l'anniversaire de mamie ou parce que t'avais ton fils à déposer à l'école ou machin. J'étais pas très réceptif, quoi. Pour moi, c'est bon, t'as choisi. Non, mais tu vois, t'as choisi de faire ce métier, t'as tes jours de travail dans la semaine, tu t'organises, quoi. Tu vois. Enfin, tu t'organises pas. Ouais. Tu fais tes jours de travail. Voilà. Et Covid plus maman, grosse remise en question. Parce que du coup, le besoin de passer du temps à la maison parce que j'ai envie de passer du temps avec mon fils, et commencer à entendre que les gens ont une vie aussi à côté, tu vois, et que on a beau aimer notre métier et qu'on a beau avoir fait des sacrifices à un moment, peut-être que être à l'écoute aussi de certaines choses parfois, ça changera pas vraiment mon planning ni mon organisation au restaurant, tu vois. Bon, déjà, j'ai appris beaucoup à déléguer à cette période. Donc, j'avais la chance d'avoir un sous-chef à mes côtés qui était là depuis les débuts avec moi, qui est toujours là encore actuellement. Simon, ça fait bientôt 7 ans qu'il est là. J'ai appris vraiment à lui laisser la cuisine et à arrêter de me stresser quand j'étais pas là, en fait. De me dire, c'est normal que de temps en temps, il y a une soirée, je suis pas là parce que mon fils est malade et que je suis à la maison, ou simplement juste il est pas malade, j'ai envie de rester avec lui, et puis je me dis c'est bon, ils vont pas cramer le resto, tu vois. Au début, c'est des choses qui sont très difficiles à faire. Alors, hyper difficiles. C'est difficile parce qu'il faut que tu prennes le parti de te dire je fais confiance. Ouais. Parfois on culpabilise de quitter, de laisser la barre du bateau. Puis un autre truc aussi, c'est que quand on n'a pas l'habitude et que quand c'est pas son tempérament, on a aussi, j'imagine, du mal à habiter ce temps, par exemple avec son enfant. Moi, j'imagine qu'il y a des chefs ou des gens qui sont à ce point impliqués dans leur métier qui se retrouvent face à leur enfant et qui font bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis ça parce que moi-même qui travaille un petit peu, parfois je me retrouve devant une dînette ou un truc comme ça. Je fais, bon. Est-ce que tu as eu cette difficulté-là, ou est-ce que toi t'avais Non, du coup, moi c'était plutôt je profitais à fond des moments que j'arrivais à me dégager. Ouais. Et c'était plutôt ça. Parce que je vais pas te mentir, première reprise après la naissance, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Là, je me suis dit OK. Ça va être dur. Émotionnellement, le fait d'être en cuisine et pas à ta place de maman, de partir le matin, de pas le voir réveillé et de rentrer le soir et il dort déjà, je peux te dire que les 10 premiers jours tu chiales. Ça te fait, mais c'est un vrai sujet, tout le rôle. C'est un vrai sujet. Alors que je me suis jamais posé la question avant. J'ouvrais le resto, je fermerais le resto, point barre. Et en fait, il pouvait se passer n'importe quoi, c'était pareil en fait, tu vois. Et là, c'est ton sang, c'est ton enfant, ça change tout, ça change tout. Donc redémarrage compliqué. Et puis après, tout se stabilise, tu t'organises. Et c'est vrai que au début, je me suis dit, waouh, j'avais peut-être pas pensé que ça pouvait autant changer ma vie.
Du coup, voilà, t'apprends à être chef et à être maman en même temps et à prendre le temps pour tout, en fait. Tu vois, de caser le temps nécessaire au restaurant, le temps nécessaire à ta vie de famille, à ton enfant. Et du coup, est né aussi ce truc de après-Covid où les gens dans la restauration, clairement, ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour eux. Et Après, ils ont compris que ça pouvait avoir de l'importance ouais. et même de l'intérêt dans le boulot. Tu sais, en fait, quand on s'est retrouvés à la maison pendant 3 mois à avoir nos soirées, tu te poses des questions. Tu te dis, attends, ça fait 15 ans que je bosse tous les jours comme, excuse-moi l'expression, mais comme un con. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une vie, quoi, qui existe autour de moi. C'est pas mal, en fait. C'est pas mal, on fait une petite série. Donc, on va pas abuser. Donc oui, et à ce moment-là, beaucoup de reconversions. Et ceux qui sont restés dans le game, ils avaient leurs conditions. Ouais. Donc au début, c'était ok, moi je veux bien bosser. Par contre, samedi, dimanche, je travaille pas. Par contre, je veux une soirée. Par contre, et en fait, ça a commencé à tourner dans ma tête. Et je me suis dit bon, moi j'ai envie de prendre plus de temps pour moi. Les autres aussi, visiblement. Les autres aussi, quoi. Tu vois. Donc il y a un moment, il va falloir trouver quelque chose qui marche. Et au tout début, je me dis ok, je vais leur donner une demi-journée en plus par semaine. Donc on passe de 2 jours à 2 jours et demi. Je leur donne à tous une soirée en plus dans la semaine pour qu'ils puissent aller au resto avec des potes, aller au ciné, vivre quoi, voilà. Et je vois qu'il y a quelque chose qui change en eux, quoi. Cette soirée, ils l'attendent, c'est leur motivation de la semaine. On commence la semaine, on fait des plannings, ok, qui veut quelle soirée, tu sens que, je sais pas, ils sont contents de l'avoir, ils ont l'impression aussi de l'avoir mérité, tu vois, et niveau performance, tu le ressens tout de suite en fait. Donc très vite, je me dis ok, on arrive à faire une soirée, allons faire la journée quoi. On va s'organiser. Si on peut faire une soirée, le matin, on courra un peu plus et sans embaucher plus, on a commencé à faire du 4 jours de travail, 3 jours de repos. Et ça marche. Et ça marche. Parce que eux, ils sont contents d'avoir leur 3e jour. Ils sont plus reposés. Alors, je dis pas qu'ils sont pas fatigués, parce que nous, en 4 jours, on en fait des heures quand même. Mais voilà, ils ont leurs 2 jours de week-end et ils ont leur jour dans la semaine où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, se reposer. Tu vois les choses différemment en fait. Et niveau performance, franchement, c'est le jour et la nuit. Et puis ça aide à fidéliser quoi. Parce que ils savent que ce qui est précieux à notre époque. Ouais. Parce que c'est pas ça partout et que voilà, même si on travaille toujours en coupure et qu'il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui où on essaye de faire de la continue, là ils savent que c'est 4 jours à fond, mais derrière t'as 3 jours quoi quand même. Et moi on m'aurait dit ça à 14 ans, je l'aurais pas cru moi on dirait ça aujourd'hui, je prends aussi. Je veux bien bosser pour toi moi. Bon, faut que je rattrape un petit peu en termes d'expérience quand même. En tout cas le rythme est plutôt, je trouve ça pas mal. Bon, allez, j'ai une dernière question. Tu restes jeune, malgré tout, même si ce titre de plus jeune chef étoilé, ça fait un petit moment que tu le trimbales maintenant. T'es quand même pas au bout de ta carrière. Tu te vois comment dans 10 ans ? Est-ce que tu y penses parfois ? Mais c'est ça mon problème. C'est que j'arrive pas à me projeter. Après, j'ai des envies, tu vois, le sud de plus en plus, ça me titille, j'ai envie d'y retourner, ça me manque, alors comment ? Est-ce que c'est quitter Paris complètement ? Est-ce que c'est avoir un 2e lieu dans le sud ? Peut-être, dans 10 ans, ouais, j'aimerais bien, tu vois, avoir un pied-à-terre dans le sud. Soleil, tu veux dire. Ouais, à côté de ma famille, que mon fils, il profite de ça aussi, j'aimerais bien. Après, je te dis ça, s'il faut... Tu seras à Copenhague. C'est clair. C'est clair. Mais voilà, la vie est faite de surprises. Après, on dit toujours, on a plus ou moins de chance, mais en tout cas, la chance, elle se provoque aussi, tu vois. Et je suis consciente que
j'ai beaucoup travaillé pour ce que j'ai aujourd'hui. Souvent on dit ouais, mais comment tu peux réussir à avoir une étoile à 21 ans? Comment tu... Bah ouais, mais c'est le travail en fait. Ouais, j'ai travaillé, j'ai sué, j'ai pleuré, donc normalement, si tu continues à travailler, il devrait arriver d'autres bonnes choses. Maintenant, je me consacre aussi à faire d'autres choses. Beaucoup de transmission, je donne des cours dans des collèges avec des jeunes, je fais partie d'associations, voilà, petit à petit, donner un petit peu de temps. Trop bien. Voilà. Merci. Merci Julia. Merci. Du travail donc, de la transmission, et je ne sais pas vous, mais à se dire qu'on ne se projette pas, on répète finalement qu'on reste là. Pas à faire du surplace, non, ça c'est pas le genre de Julia, mais on reste à creuser, on cherche, on dessine le sillon d'une cuisine, et finalement, comme souvent dans ce podcast, je le savais, je le dis depuis le premier jour, par l'assiette, le chemin, l'intention, par le geste, on dessine un peu de soi. Ici, chez Bayetta, il y a ce caractère, de prime abord, cette cuisine qui percute ce soleil de plomb. Et puis très vite, il y a la chaleur, celle des voix qui entourent la table, celle d'une famille, celle d'une mère. Il y a une chef qui porte en elle ce contraste, cette force et cette tendresse. Alors, merci Julia de l'avoir partagé. Merci aussi de nous avoir dit comment on pouvait aujourd'hui regarder son métier, envisager ses équipes. Merci d'avoir dit que t'avais pas toujours été ainsi, que ça avait gueulé souvent, et que c'était une erreur, probablement. Merci d'avoir en somme dit qu'on est tous en chemin et qu'il est toujours temps d'apprendre. Alors c'est vrai, concentrons-nous sur le présent et on verra pour la suite. Merci chers auditeurs, chères auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura inspiré, donné à réfléchir. Allez chez Bayetta, c'est aux 5 rue de Pontoise, un bout de Méditerranée en plein Paris. N'oubliez pas de laisser une note aussi à ce podcast car c'est important pour le faire connaître. C'est vraiment la seule manière pour moi de valoriser toujours davantage ces échanges, ces histoires qui commencent à constituer un sacré petit répertoire, une sorte de conservatoire de la gastronomie contemporaine. Alors, on continue, soyez au rendez-vous, abonnez-vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!